204 milliards, on est quasiment au niveau de 2020, en plein Corona. Bon, on se souvient bien entendu des dépenses un petit peu somptuaires, mais regardez bien, en termes de pourcentage du PIB, on sera, attention, à 7% du PIB. Là aussi, ça sera du jamais vu, à part 2020. Donc ça montre bien que la France est complètement en train de déraper. Quand on se souvient que Bruno Le Maire, il y a encore quelques mois, nous disait que même quelques semaines finalement, qu'on allait être autour des 5% de déficit. Là, on est à 7% du PIB. Donc nous allons être numéro 1 de la zone euro. On sera devant l'Italie, bien entendu. Et quand on sait qu'on doit présenter justement une réduction de notre déficit, notamment à Bruxelles, mais pas seulement pour Bruxelles, pour l'ensemble des Français, évidemment, parce que c'est ça qui est très important, on voit que là, ça dérape complètement. Et donc, je pense qu'effectivement, nos dirigeants nous ont menti, tout simplement, il faut le dire. Marc, tu penses vraiment que nos dirigeants nous ont menti? Non, arrête. Tu t'en rends compte seulement maintenant, là? Sérieux? Ça fait des années, ça fait des décennies qu'ils nous mentent droit dans les yeux pour garder leurs avantages, garder leur stature, garder leur super salaire, les cadeaux qu'on leur fait, littéralement. Hein. On leur entretient leur train de vie. On leur paye ce luxe. Un luxe que peu de monde, en France, peuvent se payer. Même les très riches n'ont pas un train de vie comme les leurs. Alors forcément qu'ils vont te mentir droit dans les yeux pour conserver ces avantages, conserver ce droit divin, quasi divin, sur le reste de la population française. Donc, mais Marc, comment tu peux dire ça? Genre, je pense vraiment... Mais c'était une certitude, en fait. C'était une certitude, déjà. Dès que notre cher ami Bruno Le Maire, ami, je sais pas, mais notre cher Bruno, Super Nono, le rigolo, nous a menti une première fois en faisant de la rétention d'informations, fallait pas s'attendre à ce que ça soit réglé l'année d'après. Hein. La preuve, quelques mois après, ça a redérapé, puis ça a redérapé, puis ça redérape, et ça redérapera encore. Et là, on arrive vers des sommets stratosphériques. 7% de déficit. Alors, bon, on parle du PIB. Le PIB, c'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Mais ça reflète bien la situation de la France. Les finances se dégradent. Les indicateurs sont dans le rouge. Et là, la Troïka est à la porte. On a mis la Troïka de toute façon à la porte. Notre cher ami, encore une fois ami, je ne sais pas, mais notre cher président de la République, Emmanuel Macron, a placé la Troïka à la barre. C'est la Troïka qui dirige la gouvernance de France. C'est Michel Barnier, celui qui a écrit littéralement les textes de l'Union européenne. C'est lui qui a codé le programme. Donc, dans quelle situation on est? On est dans une situation où des menteurs ont cramé la caisse et où des menteurs se foutent littéralement de notre gueule en nous disant « Mais non, mais vous inquiétez pas, on ne va pas augmenter les impôts, on va juste taxer les riches et vous allez voir, tout ira bien l'année prochaine. Et puis, horizon 2029, on sera sous la barre des 5 et puis peut-être des 3% si on se serre bien la ceinture. » Mais attention, si on se serre bien la ceinture, il y a un double niveau de lecture. Qui va se serrer la ceinture? Sûrement pas eux, ce sera vous, les petits gens d'en bas, les petits gens d'en bas. Comme dirait notre cher ami, encore une fois, je ne sais pas si on peut le dire, mais notre cher Troïka Barnier. Il faut écouter les gens d'en bas. Ils ont des bonnes idées de temps en temps. Oui, ils ont des bonnes idées, comme dégager tous ces élus. Les dégager. Hop, dégager. Les mettre devant la justice, leur mettre des petites menottes au poignet, et puis les faire dormir en prison, histoire de faire rembourser une partie de leur dette par des années de vie. Ce serait une bonne contribution, après tout. Bon, dans cette vidéo-là, je sais pas, je vais essayer de faire une vidéo assez contractée, mais il y a plein de choses intéressantes à voir, vous allez voir. Et c'est vrai qu'il y a une complète impunité, vous êtes nombreux à me le dire. Pourquoi une telle impunité? C'est vrai que c'est un petit peu anormal. Encore une fois, même un chef d'entreprise aujourd'hui qui fait des dégâts sur son entreprise, il doit rendre des comptes. Nos dirigeants n'ont à rendre aucun compte. Bien sûr, il y a Bruno Le Maire, bien surtout, disons-le, Emmanuel Macron, c'est lui qui était à la manœuvre et qui a donc complètement lâché. Je pense que son bilan sera... Oui, et son bilan sera catastrophique, je te coupe, mais je sais ce que tu vas dire. Son bilan sera catastrophique. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher à cet homme? Il a été placé là par l'État profond, et sa mission, c'est détruire la France. Donc, non, son bilan n'est pas catastrophique du point de vue, en tout cas de l'État profond, de ceux qui l'ont placé là, au pouvoir. Son bilan est merveilleux. Son bilan est merveilleux, les amis. Il aura mis la France à genoux, et non pas la Russie. Il aura mis la France à genoux, il nous aura tous mis ventre à terre, une chaîne au cou, et puis on sera ses esclaves. Voilà. Donc non, son bilan n'est pas catastrophique et il n'a pas abandonné. Au contraire, ça se passe très très bien pour lui. J'ai envie de vous dire, franchement, comment on pourrait dire que ça ne se passe pas bien pour Emmanuel Macron? Dites-le moi, parce que là, il s'est fait botter le cul 3 fois de suite aux élections. Les gens ne veulent plus de lui. C'est le président le plus impopulaire de France, le plus nul, bref, tout ce que tu veux. De toute façon, c'est pas une référence en termes de président. Mais il aurait dû dégager. Il aurait dû prendre la porte, mais depuis très longtemps. Et il est encore là, il a mis Barnier,
hein, il fait ce qu'il veut après tout. Il a mis Barnier, et puis il continue à cramer la caisse comme si de rien n'était. Donc, c'est pas magnifique. C'est pas magnifique. Et quand je dis ce type-là a tous les pouvoirs, ce type-là réussit parfaitement ce pourquoi il a été placé, c'est parce que notre cher, notre cher ami, notre cher super nono nous a dévoilé 8 ans en arrière comment fonctionnait réellement le système. Je vais vous le repasser, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, mais je vais vous le repasser ici, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vu cet extrait. Mais il est très intéressant. Macron est responsable de tout ce bordel. Parce que Bruno Le Maire, ce n'est qu'un pantin. Alors certes, Macron est un pantin, mais Bruno Le Maire est le pantin du pantin. Donc à qui la faute? Alors on tape tous très dur sur Bruno Le Maire. Mais qui c'est qui se cache très très loin derrière les murs de la maison, j'allais dire Maison Blanche, de l'Élysée? Ah, c'est monsieur Emmanuel Macron qui se fort bien la gueule. Ah, ils doivent se payer des grosses tartines de rigolade avec la Brigitte. On va aller voir ça, et écoutez bien, parce que ça résume absolument tout, et le pourquoi Emmanuel Macron est le principal investigateur et coupable de cette situation, et on devrait vraiment, comme il le dit très très bien, le déférer devant une cour de justice et lui faire rendre des comptes, et le faire payer au prix de sa vie, hein. Là, je veux dire, c'est de la haute trahison. Alors on va peut-être pas le tuer parce que, évidemment, en France, il n'y a plus de peine de mort. Mais on pourrait au moins l'enfermer toute sa vie sans possibilité de sortir. Et puis pas dans la petite prison avec le canapé, la télé et les toilettes en or massive et tout le bordel. Non, 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 non. Vraiment le cachot, voire l'isoloir et le purgatoire, hein. Histoire de bien le faire payer. Écoutez ça et vous allez comprendre où je veux en venir. Aujourd'hui, le président de la République concentre absolument tous les pouvoirs de nomination, d'arbitrage, de décision fiscale, de décision réglementaire, de décision sur le ministère de l'Intérieur, sur la police, sur la gendarmerie. Il dirige tout. On appelait ça le poisson présidentiel, et pourtant vous voulez être candidat à la présidence de la République. Je pense qu'il faut redéfinir le rôle du président de la République. Et tout simplement que chacun fasse son job. Aujourd'hui, la dépense d'énergie qui est faite dans l'État, dans le gouvernement, pour aboutir à des décisions qui de toute façon seront contrecarrées par le président de la République, c'est absolument absurde. Prenez les nominations dans les établissements publics culturels, puisqu'il va y en avoir un certain nombre demain. Bon, je le coupe là, mais retenez bien tout ce qu'il a dit quand même, hein. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'on paye des ministres, des parlementaires, des députés, pour rien. Pour rien. On aurait un seul président et un ministre ou deux, ça serait pareil. Ça serait pareil. Les décisions seraient toujours prises par le président de la République. C'est un fiasco. Le mec détient absolument tous les pouvoirs. Et il l'a prouvé, hein. Il n'y avait pas de gouvernement pendant il y avait quasiment 2 mois. Pendant quasiment 2 mois, pas de gouvernance. Et ça se passait très bien dans son petit jeu politique. Donc oui, notre cher Bruno nous explique que tous ces mecs qui sont payés à ne rien foutre, qui nous coûtent un pognon de dingue, à qui on fait des cadeaux de dingue, ne servent strictement à rien. Donc un grand coup de Karcher, un grand coup de balai là-dedans, des peines de justice à gogo, hein, des trucs exemplaires, histoire que les prochains, et encore, on devrait faire un grand coup de nettoyage et ne pas remettre tout ça en place, hein, c'est fini. Tu nettoies et tu nettoies pour de vrai, le tri par le vide. Tu prends un grand sac poubelle, tu mets tous ces enfoirés dedans, tu fermes le sac poubelle et tu le jettes dans un compacteur. Et tu n'écoutes pas les cris, hein, tu ne l'éteins pas. Si tu entends crier, si tu entends craquer un petit peu, si tu entends, voilà, tu laisses, tu t'en vas, voilà. Puis tu verras bien ce qui en sortira. Ah, c'est cruel ce que je dis, c'est dégueulasse. Mais en même temps, est-ce qu'ils n'hésiteraient pas à le faire, eux, hein? Je pense qu'il y a des personnes qui ont essayé de dire la vérité et qui ont fini dans des compacteurs, justement. Mais bon, notre cher Bruno, dans sa folle conviction de devenir président de la République, nous explique comment fonctionne le système. Et comme dit Marc, c'est dingue, hein? Un chef d'entreprise qui fait de la fraude, qui se sert dans la caisse et qui flingue son entreprise, il doit rendre des comptes. Bah, notre cher président, nos élus, etc., ne rendent aucun compte. Et au contraire, plus ils font de la merde, plus ils sont remerciés, plus ils ont des postes intéressants, plus ils ont des postes importants, et plus ils restent longtemps au pouvoir. Et c'est pas magnifique. C'est pas magnifique leur mission de détruire la France. C'est pas mal quand même, hein. Je veux dire, j'aurais dû choisir ça en fait. Désolé, hein, mais j'aurais dû choisir ça. Finalement, fabriquer de la richesse en France, ça rapporte moins que de détruire de la richesse en France. Bon, bah donnez-moi une batte de baseball, je vais y aller, les gars, y a pas de problème. Je vais tout péter. Filez-moi les millions, je vais tout péter. Non mais... Et à un moment donné, faut revenir sur Terre ou quoi? C'est ceux qui créent de la richesse qui se font défoncer le cul par la Troïka. Et c'est ceux qui détruisent la richesse qui se font embrasser les pieds par le petit peuple qui va voter pour lui. C'est... Le pouvoir est génial. Le pouvoir est génial. Ça me fait rêver. Écoutez, hein, juste écoutez la suite.
C'est-à-dire tenu, hein. Déjà, ce qu'il dit, c'est qu'il contrôle absolument tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs de décision, il les a, sur tous les ministères. Mais écoutez la suite. On va changer le directeur de Versailles. Comment ça se passe? Les cabinets s'agitent, font des propositions. Tout le monde fait remonter au conseiller culture du président de la République, ou au conseiller de la nouvelle ministre de la Culture, ou au conseiller culture de Matignon, et on s'agit, et on a des réunions interministérielles, et on discute, et on bavarde. Tout ça fait l'objet d'échanges. Chacun présente son projet. Parce qu'il y en a qui croient naïvement qu'il faut arriver avec un projet, en disant voilà, je propose ça pour Versailles, on fera des économies ici, on trouvera de nouveaux mécénats là, on fera financer telle exposition par tel grand mécène. Donc voilà, il y en a qui se lancent dans la politique avec des convictions, qui pensent vraiment qu'ils vont réformer la France, qu'ils vont apporter une pierre à l'édifice et peut-être sauver les Français, sauver les meubles. Ils arrivent avec un plan d'action en 10 étapes, et puis en fait ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu as passé des mois à parler, à écrire ton plan, à essayer de trouver des solutions, etc. Et au final, tu arrives avec ton petit papier, et ça ne sert à rien. Donc en fait, tous les mois que toi et les autres avaient passé à bosser ne servent à rien. Par contre, tu t'es bien engraissé entre-temps, hein. Il n'y a pas de problème, tu as profité du système, tu as profité de tous ses avantages, tu as profité d'une paye hallucinante, et ça ne sert à rien. Écoutez la suite. Et puis au bout de 2 mois de travail, de palabres, d'échanges, de discussions au niveau des cabinets, il y a une petite feuille qui remonte chez le président de la République. Et on lui dit, voilà, c'est Guillaume Dupont qu'on vous propose comme prochain président de l'établissement public de Versailles. Puis le président de la République regarde, ça fait 3 mois qu'on y travaille, qu'on a écrémé les candidatures, qu'on a examiné les projets des uns et des autres, et dit, non, Guillaume Dupont, ça me plaît pas du tout. Moi j'ai vu une fille, elle s'appelle Laureline Albert, elle est formidable. On va nommer Laureline Albert. C'est ça aujourd'hui le fonctionnement de la France. Et ce que je vous dis sur les nominations vaut pour les arbitrages budgétaires, vaut pour les arbitrages militaires, vaut pour quasiment tous les sujets. Voilà. Donc ça vaut quasiment pour tous les sujets. Il y a peut-être des sujets qui ne l'intéressent pas, comme qui va nettoyer les chiottes ce midi dans l'Élysée, ou je ne sais pas trop quoi d'autre, voilà, hein, des trucs qui ne l'intéressent pas. Hein, tout ce qui détruit pas la France, en fait. Mais sinon, tout le reste, le pouvoir décisionnel, c'est le président de la République qui l'a. Voilà, hein, ça vous rappelle pas quelque chose quand il vous dit, bon, on arrive avec notre petit papier, on a un nom dessus, et puis en fait, on choisit quelqu'un d'autre? On n'a pas eu des élections législatives, une certaine Lucie Castet qui devait être proposée pour être première ministre. Alors encore une fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je m'en tape complet, parce qu'au final, je ne voulais pas de cette personne. Mais à choisir, je préférais peut-être Lucie Castet, qui aurait sauté au bout de quelques mois, qu'un Michel Barnier qui, lui, va nous emmerder pendant plusieurs années et va dégrader très significativement le niveau de vie des Français et le système français en général. Lui, c'est la massue qui arrive pour continuer à détruire cette France. Donc quand je te dis tout à l'heure, tu me donnes une batte de baseball, je pète tout, c'est trop bien, hein, donnez-moi les sous. Bah lui, il arrive avec une tronçonneuse, une moissonneuse-batteuse, il roule sur tout le monde. Hein. Il n'y a pas de problème. Le type, il va nous saigner à blanc. Et voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même hallucinant de voir autant de pouvoir dans une seule personne et de payer autant d'autres personnes qui ne servent à rien à part cramer la caisse. Et comme on l'a vu dans une autre vidéo, il y a une augmentation significative chaque année du nombre de fonctionnaires et d'élus, histoire d'augmenter un petit peu la facture tous les ans. Et puis de légitimer le fait de détruire encore un peu plus le système français dans sa globalité, et d'en demander toujours plus aux Français, évidemment. Elle est magnifique, la France. On va retourner voir ce que notre cher Marc Taouati a à nous dire. Je lui ai écorché son prénom, c'est un truc de dingue. Son nom, en plus. Je pense que son bilan sera l'un des pires, évidemment, de la Ve République, bien entendu. Voir des présidents français, c'est vraiment dramatique ce qui est en train de se passer en France. Je pense que nous ne nous rendons pas compte de l'ampleur des dégâts, malheureusement, puisque si on a un tel déficit, ça veut dire qu'également la dette publique va augmenter. Donc là, c'est une simulation, regardez bien, on pourrait remonter à 115% du PIB. On avait un record historique en 2021 de 117%, mais c'était à cause, donc, encore une fois, des dépenses liées au coronavirus. Là, il n'y a plus de coronavirus, heureusement. 115% de dette publique par rapport au PIB. Alors oui, parce que si d'un côté on a le PIB, donc le produit intérieur brut de la France, la production de richesse de la France qui diminue d'année en année, parce que là on va avoir une crise énergétique encore, hein, là on va se taper encore une augmentation des taxes, et puis derrière ça il y a un risque que le prix du gaz flambe littéralement parce que l'Ukraine fait du chantage à la Hongrie, que ça peut partir en couille, qu'on peut couper les vannes, que le prix peut exploser, bref on peut repartir dans une crise énergétique. Donc l'énergie, c'est vital, c'est le sang de la France, parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc on va avoir des factures qui vont exploser, vraiment, mais qui vont exploser vénère. Donc tu as des entreprises qui vont fermer, tu as des gens qui vont lâcher prise, qui vont arrêter de consommer,
Donc, ça va être la merde. Ça va être la merde. Le produit intérieur brut, l'année prochaine, va être en récession. Ça fait des années qu'il l'est, en vrai. Hein. Ça fait des années qu'il l'est. Et sur cette chaîne, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. Il l'explique plusieurs fois. Hein. Dans plusieurs vidéos, il l'explique très très bien. Il montre avec des tableaux qui sont très bien faits qu'en fait, si on enlève la dette, si on arrête d'injecter de l'argent et de dépenser de l'argent pour essayer de relancer ou de maintenir l'économie française, eh bien en fait, on s'aperçoit qu'on est en récession, mais vraiment vénère depuis au moins 30 à 40 ans. Et que ça n'arrête pas de descendre. Donc, le PIB va s'écrouler. Il va s'écrouler non pas parce qu'on arrête d'injecter de l'argent, puisqu'on continue de cramer de l'argent un peu n'importe comment. Ça, c'est notre cher Emmanuel Macron qui s'amuse bien. Hein. Allez, comment on va flamber du million. Allez, on y va. On balance les milliards par la fenêtre. Mais là, ça sera juste une saignée supplémentaire. Hein. Ça sera le prix de l'énergie, ça sera l'augmentation des taxes. Parce que déjà, d'une part, on va augmenter la TVA. Alors, ce ne sera pas énorme, mais déjà, on a une augmentation sur la TVA. Donc, tu vas saigner les gens, tu vas baisser leur pouvoir d'achat. Tu vas augmenter le foncier, donc les propriétaires vont être saignés à blanc. Alors là, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a des proprios, ils se font du fric, Airbnb et tout le bordel. Oui, mais il y a aussi des gens honnêtes qui travaillent dur, et qui se logent en tant que résident principal dans cette maison qu'ils ont achetée, cet appartement, ce studio, etc. Et dans certaines communes, le foncier explose, mais vénère. Et donc, on se fait saigner à blanc. Moi, je vis dans ma résidence principale et je l'ai acheté, donc je vais me faire saigner à blanc aussi. Et pourtant, je ne m'enrichis pas sur le dos des autres. Hein. Il va y avoir plein d'autres augmentations. On va aller voir ça, je pense, dans cette vidéo, dans le détail. Mais le fait est que les gens vont avoir moins de pouvoir d'achat. Les entreprises vont se faire saigner au niveau des charges, des taxes et des impôts. Et derrière ça, il va y avoir une explosion du prix de l'énergie. Donc, comme l'énergie, je vous l'ai dit, c'est le sang des entreprises, il va y avoir un problème. Il va y avoir un véritable problème. Parce que derrière ça, on n'arrête pas de dépenser du fric. Derrière ça, on continue de dépenser du fric. L'État continue de dépenser du fric. Et comme les recettes fiscales ne suffisent pas, il faut s'endetter. Donc on va aller emprunter de l'argent sur les marchés boursiers à des taux qui sont en train de s'envoler. Et on va s'endetter de plus en plus. Donc là, quand je vous dis qu'on va se mettre la corde au cou, bah ça sera la corde de l'esclave. Tu sais, c'est la laisse. On te met le collier, on te met la laisse, et puis après on te dit, bon bah tu viens. Allez, viens, on va travailler un petit peu. Hein. Parce que moi, je vais aller me poser sur mon transat, je vais prendre le soleil avec mes petits morceaux de concombre sur les yeux, je vais siroter mon cocktail, et puis toi, mon esclave, tu vas travailler toute ta vie pour payer mon train de vie. Voilà. Et puis pour rembourser nos créanciers quand même, parce qu'ils nous prêtent de l'argent à des taux hallucinants, il faut quand même les rembourser, quoi. Et donc tu vas avoir un croisement comme ça qui va faire que bah, forcément, l'endettement au niveau du PIB va exploser aussi. Hein. Si le PIB descend et que la dette monte, ça se croise, ça se télescope, et ça peut très vite devenir exponentiel. Et là, c'est très dangereux, parce que si ça part en exponentiel, il n'y a pas de parachute en fait. Ça sera le Liban, ça sera Chypre, ça sera la Grèce, ça sera tout ce que tu veux, mais ça ne sera pas la France glorieuse d'il y a 40-50 ans. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Donc on va peut-être battre bientôt l'Italie, peut-être pas la Grèce tout de suite, mais comme la Grèce a une baisse de sa dette publique, ben on risque de la rattraper, bien entendu. Et ça, c'est effectivement extrêmement dangereux. Et le pire, c'est qu'annonce le gouvernement pour répondre à cela. Là, on n'a pas encore le détail, mais ce qui se dessine, c'est assez catastrophique. Alors d'abord, on nous dit, oui, on va augmenter l'impôt sur les sociétés. Bon, alors l'impôt sur les sociétés, qui actuellement donc, il est à 25%, on va le passer à 30% en 2025 pour les sociétés qui réalisent donc, entre 1 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et à 35,25% pour les autres au-delà. D'accord ? Le problème, c'est que sur quoi porte l'impôt sur les sociétés ? Sur les profits. Mais si l'économie s'effondre, si la croissance s'effondre également au niveau mondial, si la croissance baisse, il y aura moins de profits, voire pas de profit du tout. Donc vous pouvez monter à 30, 40%, 40% fois zéro, parce qu'il y aura zéro profit, et même des profits en réduction. Évidemment, ça ne va pas augmenter les recettes fiscales. Alors déjà, d'une part, comme il le dit, ça ne va rien augmenter du tout, mais en plus de ça, ça va décourager les entrepreneurs à investir et à entreprendre en France. C'est-à-dire que tu vas avoir une fuite des capitaux qui va être vénère. Ça a déjà commencé depuis quelques mois, voire quelques années. Mais là, on va se retrouver à poil. Il n'y aura plus d'entreprises en France. Alors là, c'est un fusil à un coup, parce que les gars qui ont encore la main sur des unités de production, qui ont des entreprises, ils vont se dire, ok, on va payer. De toute façon, on n'a pas le choix, on a été pris de court. Hein, on s'y attendait pas forcément, quoique, il y en a quand même beaucoup qui ont délocalisé et qui se sont expatriés. Donc, ils ont déjà commencé pas mal. Mais il y en a qui vont dire, bon, j'ai pas le choix cette année, mais l'année prochaine, je ne serai pas là. L'année prochaine, vous pouvez me courir après. Hein. Je ne serai plus là. Ils délocalisent, ils se cassent, ou ils mettent la clé sous la porte. Et tout ça,
c'est de la destruction d'emplois en France. Donc, tu peux être certain que dans quelques mois, quelques années, le chômage, leur catégorie 1 qui prennent en référence, va exploser à la hausse, mais vénère, de manière exponentielle. Il va y avoir du chômeur partout. Alors là, on peut compter sur l'État pour embaucher du fonctionnaire, il n'y a pas de problème. Hein. Ça va éponger un petit peu les chômeurs, il n'y a pas de souci. Mais derrière ça, qui va payer? Bah, dites-moi, qui va payer? Si toutes les entreprises s'écroulent, qui va payer? Les voisins? Ah, les voisins! Pour l'instant, sur 10 ans, on emprunte à 3%. Mais peut-être que l'année prochaine, on sera à 5. Et puis peut-être que l'année d'après, on sera à 10. Vous êtes sûr que c'est les voisins qui vont payer hein? Parce que quand il va falloir rembourser, je vous l'ai déjà dit, mais la peau de votre cul ne servira plus à rien. Hein. Ça ne servira plus à rien. Hein. Vous ne payerez pas avec votre cul. Hein. Clairement pas. C'est pareil, hein, je regarde. Hein, ça passe de 25 à 30 à 35%. 5 à 10 points dans la tronche des entreprises. Alors il y en a qui sont contents. Hein. Il y en a vraiment qui sont contents. J'en entends autour de moi qui disent « Ouais, c'est bien, ils ont qu'à payer ces enfoirés. » Bah demain, quand ces enfoirés seront plus là, t'iras pleurer parce que ces enfoirés seront plus là. C'est magnifique comme raisonnement. C'est magnifique. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui soient dans la merde, qui ont du mal à finir leur mois, qui ont du mal à survivre. Mais ce que je comprends pas, c'est la jalousie ou le manque de compréhension vis-à-vis de la création de richesse. Enfin, je le comprends pas. Je le comprends un peu quand même. Je sais très bien que ça vient de l'éducation qu'on a en France. L'éducation financière qu'on a en France, elle est 0. Elle est niveau 0. Les Français n'ont aucune éducation financière. Et j'en ai été victime pendant 30 ans. Donc je sais de quoi je parle. On n'a aucune putain d'éducation financière. Du coup, forcément, il y a des gens qui sont en train de boire les paroles de ces enfoirés et qui se font duper tout le temps. Et on leur fait les poches et ils sont contents. C'est pas magnifique? C'est pas magnifique? La France a bien fait son job. Et quand je vous dis que le bilan de Macron, le bilan de Bruno Le Maire, etc., n'est pas si catastrophique, bah en fait, il est excellent. Il est excellent pour ceux qui les ont placés ici, ceux qui veulent qu'on détruise la France. Ils s'y prennent bien. Ils s'y prennent très très bien, les gars. Ils s'y prennent très 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 bien. Et la pilule rouge, elle va être difficile à avaler. Mais quand les gens vont la bouffer, la pilule rouge, vous savez, hein, j'ai appelé cette chaîne pilule rouge, c'est pour une référence à un film que je pense que la majorité des gens ont vu, c'est Matrix. Tu as le choix entre une pilule rouge et une pilule bleue. La pilule bleue, c'est la pilule de l'endormissement. Hein, c'est le niveau éducation 0. Hein. C'est on te fait bouffer n'importe quoi et tu trouves ça bon. Même le caca, t'aimes bien le caca. T'es bon le caca. Tu en veux une petite dose de caca? Et sur ton caca, je te mets une petite sauce au caca. Et puis je te mets une petite fleur de caca aussi. Hein, histoire que tout ça, ça sente bien le caca. Et puis, qu'est-ce que tu aimes le caca? C'est génial le caca. Hein, on est passé sur une vidéo scatophile là. Hein, mais c'est génial hein, le niveau 0. Et puis, tu prends la pilule rouge. Et là d'un coup, le monde s'éclaire. Et ce que tu vois, c'est pas beau du tout. Alors c'est vrai que quand tu as la pilule bleue tous les jours, bah tu manges du caca mais t'aimes ça. T'aimes ça et même si tu trouves que la vie est dure, elle a un petit goût amer, bah tu te dis quand même, c'est bon le caca. J'aime bien le caca. Par contre, quand tu prends la pilule rouge, ah bah le caca, dès que tu le vois, tu vomis. Hein. Et tu vomis 1 fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois. Tu vomis, tu vomis, tu vomis, tu vomis, tu vomis et tu revomis sur du vomi. Ouais, la vidéo elle part vraiment en couille. Mais quand tu te rends compte de ce qui se passe réellement, bah ça fait froid dans le dos. Et je vous assure que pour les Français, quand ils vont devoir manger la pilule rouge, maman, hein, ah, ils vont pleurer. Hein. Elle va passer comme ça, là, et puis ils vont faire... C'est pas un verre d'eau, là. Depuis tout à l'heure, je bois de temps en temps, là, entre 2 vidéos. D'ailleurs, je vais le faire, là. Voilà, ça fait du bien de boire un petit peu. Mais là, c'est pas un verre d'eau qu'il va leur falloir. Hein. Voilà, c'est le pichet. C'est la cruche d'eau. D'accord? Parce que la pilule, elle est grosse. Hein. La pilule, c'est pas la petite pilule version Doliprane. Non, non, non. C'est la pilule qui, normalement, elle passe en version anale, tu vois. Voilà. Hein. Puis après, bon, on va écouter, hein, mais il y a hausse des taxes, contribution des Français, etc. Écoutez, hein, c'est des fusils à un coup. Et les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que derrière, c'est eux qui vont vraiment raquer. Comme toujours, en fait. Et vous allez voir, on va retourner en 2018. En 2018, déjà, c'était déjà pas mal. Juste après, je vous tease. Mais écoutez déjà ça. Encore une fois, c'est du bon sens. Je n'arrive pas à comprendre comment nos dirigeants, qui pourtant, a priori, sont intelligents, font de tels dégâts, osent proposer de telles mesures en disant « oui, ça va ramener tant ». En fait, ils prennent les profits actuels en disant « voilà, on augmente le taux et ça va ramener tant ». Attendez, c'est quand même assez incroyable. Alors Marc, franchement, t'arrives pas à comprendre? T'arrives pas à comprendre pourquoi on en est là et pourquoi ils prennent des décisions comme ça, sérieusement? J'adore ce qu'il fait, hein, j'adore ce qu'il fait. Hein. Marc, ses vidéos sont juste géniales.
Tu vas regarder ces vidéos, tu comprends tout. C'est tangible, tu peux regarder les données, tu peux les comprendre, il t'explique, c'est magnifique. Mais là, j'ai l'impression qu'il fait exprès, en fait. Soit il le fait exprès, soit il prend juste la pilule orange. Tu sais, c'est la pilule où tu sens le caca, mais tu le vois pas encore. Parce que t'as pas envie de le voir. T'as pas envie de prendre la pilule rouge. Tu sais que tu dois la prendre, mais tu veux pas la prendre. Parce que là, il le dit clairement. Hein. J'arrive pas à comprendre comment ils font pour prendre des décisions comme ça. C'est des décisions qui sont catastrophiques. Mais j'arrive pas à comprendre comment ils font pour proposer ce genre de décision, alors qu'ils sont visiblement quand même intelligents. Et ils le sont. Et ils le sont. Avez-vous déjà vu des abrutis, des idiots, des gogoles, à la tête d'une armée d'esclaves, à la tête d'un empire? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans l'histoire quelque part? Non. Non, ce sont des gens très intelligents. Et ceux qui tirent les ficelles sont encore plus intelligents. Parce qu'ils les tirent tellement bien qu'on n'y comprend rien. On voit, on comprend ce qui se passe, mais on n'y comprend rien. Et on n'a aucun moyen de comprendre. On n'a aucun moyen d'aller les déloger. On est obligé de voir cette situation se dégrader. Et visiblement, Marc Toiti, il n'a pas envie de le voir. Hein. Ou alors il fait exprès. C'est juste qu'il n'a pas envie de donner ce côté un peu complotiste que certains pourraient voir dans ce genre de vidéo. Et pourtant, il n'y a rien de complotiste. Hein. Je veux dire, là, tu analyses des faits. Tu vois des pyromanes qui mettent des litres d'huile sur du feu et qui disent « Bon, je comprends pas, ça s'éteint pas. On n'arrive pas à éteindre le feu. Donnez-moi plus d'huile. » Voilà. C'est clairement, non. Ils savent très bien qu'ils ont de l'huile entre les mains. Hein. Ils font pas oh, « Mince, je me suis trompé, je voulais prendre une bouteille d'eau, j'ai pris une bouteille d'huile. J'avais pas vu que c'était pas la même couleur. Hein. » Non, évidemment. Évidemment, c'est pas eux qui vont bouffer la soupe au caca. Hein. Ils te la font bouffer, eux, ils se font plaisir. Allez voir Gérard Larcher, hein. Allez voir comment ils mangent bien. Ah, vous allez voir. Ça, c'est, il faut vraiment être complètement dogmatique et hors de la réalité pour faire un tel calcul. Non, malheureusement, on va réduire l'assiette fiscale, il y aura moins de profits, et donc même si on monte l'IS très fortement, il y aura peut-être, certainement d'ailleurs, moins de recettes qu'en 2024 en termes d'impôts sur les sociétés. C'est quand même dramatique, bien entendu. Deuxième point, on va dire, là aussi, on va augmenter donc la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité. Alors, elle était à 32,44 € après, donc pour le mégawattheure, donc avant la crise, après on l'a réduit très fortement. Là, elle est repassée à 21 € aujourd'hui, mais avant 2022, elle était à 32,44. Et là, on dit, on va augmenter au-delà, donc cette taxe un petit peu arbitraire, bien entendu, par kilowattheure, par mégawattheure. Et donc, ça montre bien que malheureusement, on a une situation dramatique, parce que là, tous les Français vont payer, malheureusement. Donc, ce qui, évidemment, va nous coûter extrêmement cher, va casser le pouvoir d'achat des ménages, va casser la consommation, va casser également la confiance. Voilà. Tous les Français vont payer. Parce que tous les Français utilisent de l'énergie et utilisent notamment de l'électricité. Hein, au minimum pour allumer une ampoule. Donc, tous les Français sont raccordés au réseau électrique. Donc, c'est pas une taxe magique, ça, hein? Et puis après celle-ci, on mettra une taxe un peu plus élevée pour payer les éoliennes. Hein, vous savez, il y a une taxe, en fait, quand tu payes ton électricité, il y a 3 taxes. Et il y en a une qui permet, en fait, de financer les éoliennes, le raccordement, la fabrication, bref, la mise en œuvre de tout ça, la subvention aussi, parce que les éoliennes ne sont pas rentables, donc il faut subventionner les entreprises qui font des éoliennes, parce que sinon, elles coulent. Bah oui, si c'est pas rentable, ça coule. Hein, faillite. Puis là, tu peux pas dire, on va faire de la dette à H24, à vitam aeternam, hein, c'est pas un État. Donc, on se fait subventionner et nous, on se fait littéralement faire les poches. Voilà, donc quand tu payes ton électricité, sur 100% du prix, tu payes 25% d'électricité et puis le reste, c'est des taxes. Voilà. Alors, je dis 25%, mais c'est grosso modo, hein, c'est peut-être 33%, je sais pas. Tu payes majoritairement à 60%, ouais, franchement, je pense à 70%, faudrait qu'on aille voir, de taxes. Mais là, ça va être pire, parce que là, ils augmentent la taxe. Donc, ça sera peut-être beaucoup plus. Et malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que tout ça, c'est voulu. Ils vont juste voir leur facture d'électricité, ils vont dire « Waouh, je comprends pas, ça pique, ça pique !» Et là, quelle histoire ils vont nous sortir? Ah, il y a encore 26 réacteurs, 22 réacteurs qui sont à l'arrêt? C'est ça? C'est ça l'histoire qu'ils vont nous raconter? Absolument pas. Il n'y a pas de réacteurs à l'arrêt, là. C'est juste des taxes qui augmentent. Voilà. Évidemment, ça fait quand même peur. Alors après, bon, il y a la mesure, la fameuse contribution exceptionnelle pour les Français les plus fortunés. Ah, alors là, c'est assez formidable, évidemment. Alors on dit que ça va concerner 65 000 personnes, donc 0,3% de la population. Bon, ça va, c'est vraiment les méchants riches, entre guillemets. Alors déjà, faut-il qu'ils le payent, et puis ça se trouve, ils seront peut-être plus là d'ici là, hein, d'ici 2025, parce qu'ils n'ont pas envie de payer. Bon, ça, c'est leur problème. Mais ça va ramener combien, ça? Ça va ramener combien? Dans le meilleur des cas, 1 milliard d'euros
Bon, c'est mieux que rien, vous allez me dire, mais si vous prenez par exemple l'aide médicale d'État, c'est aussi beaucoup de questions sur ça, on me dit combien ça rapporte, combien ça coûte, du moins, parce que ça rapporte pas grand-chose évidemment, ça coûte 1,5 milliard d'euros par an. Donc vous voyez que vous allez, avec cette augmentation sur les très riches, vous n'allez même pas payer l'aide donc médicale d'État, donc pour tous les clandestins, etc., ceux qui sont en situation irrégulière, et donc que malheureusement, malgré tout, on aide. Hein, malheureusement, ils font des dégâts en France, mais on les aide quand même. Bon, alors après, bon, c'est la France, vous allez me dire, mais tout de même, on a un problème aujourd'hui de crédibilité. Ce n'est plus possible. Voilà, on a un problème de crédibilité, ce n'est plus possible tout ça. Donc là, ce qu'il dit, c'est très bien, on a imposé beaucoup plus. Voilà, 0,3% de la population. Waouh, bravo, bravo, 1 milliard. 1 milliard. Dans le meilleur des cas. Et à côté de ça, on donne encore 1,5 milliard d'euros pour l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est pour aider les clandestins qui arrivent sur le sol français. Donc c'est les personnes qui arrivent sur le sol français et qui ne se déclarent pas. Bah ces gens-là, on va les aider, on va leur donner 1,5 milliard. Voilà, sur tes impôts. Tu payes ta TVA, tu leur donnes de l'argent. Tu payes tes impôts, tu leur donnes de l'argent. Tu payes, tu leur donnes de l'argent. Tu travailles, hein. Littéralement, tu travailles, tu leur donnes de l'argent. Elle est pas belle la France. On est dans l'austérité et dans la misère. On est dans le mode, vas-y, c'est nous tes maîtres, et toi tu es l'esclave. Donc va travailler, rapporte le fric, parce que nous, on a un train de vie à mener. Clairement, on en est là. Donc d'un côté, on va aller faire chier 65 000 personnes qui créent de la richesse, hein, parce que les mecs, ils sont pas devenus riches comme ça. Hein. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais il y en a qui ont hérité, ou il y en a qui ont placé, etc. Bah ok, ils ont placé, etc. Mais la richesse ne sort pas d'un trou magique, d'accord? Il n'y a pas un puits magique, il n'y a pas, je sais pas, moi je vais pas prendre mon verre, il va pas se remplir tout seul, d'accord? La richesse, elle vient du travail. Quel que soit ce que tu as fait, elle vient du travail. Ça peut être le travail des autres, mais ça veut dire que tu as des organes de production, ça peut venir du capital, tu as pris de l'argent, tu l'as immobilisé, tu l'as mis dans un véhicule d'investissement, et tu as laissé le temps faire, donc tu as déplacé ton épargne dans le temps avec des intérêts. Donc tu t'es enrichi. Ça peut être plein de choses, d'accord? Mais la richesse ne vient pas tout seul. Donc on va aller faire chier des gens qui ont la capacité de créer de la richesse. Parce que quand tu as de la richesse, un riche, lui, son but, c'est pas de s'appauvrir. Un riche, son but, c'est de conserver sa richesse et de voir son patrimoine s'accroître. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer son argent. Il va prendre des risques. Il va créer de l'entreprise, il va créer de l'emploi, il va aller investir, il va placer son argent dans des véhicules d'investissement. Bref, son argent, il est riche, d'accord? Il est riche, mais c'est pas immobilisé sur un compte. Quand je vous parle d'Elon Musk, bon, j'en ai pas parlé depuis longtemps, mais quand on prend Elon Musk comme exemple, c'est l'homme le plus riche de la Terre, ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il a vraiment la richesse estimée de son patrimoine sur son compte en banque? Absolument pas. Par contre, à côté de ça, il crée de la richesse à gogo. Hein. Il a créé des usines, il a créé des emplois, voilà, il crée des fusées, il crée des voitures, il fait plein d'autres choses. Bref, il crée de la richesse. Hein, et on va aller faire chier ces gens-là. Ce qui fait que l'année prochaine, les 65 000, ben, il restera peut-être 45 000. Et puis l'année d'après, 30 000. Et puis l'année d'après, 20 000. Et puis au bout d'un moment, il n'y aura plus rien. Et on finira tous entre pauvres et entre cons. Et voilà. Et là, les Français, ils seront obligés de bouffer la pilule rouge et de se réveiller. Hein. Parce que là, il y a un moment donné, il n'y aura plus de pilule bleue. Hein. C'est fini, hein, ça passe plus. La pilule sera tellement grosse que même si tu le mets dans ton renflement brun, ça ne dilatera pas. Hein. Ça ne dilatera pas. Et même avec 3, 4 doigts, 10 doigts, un pied, une jambe, deux têtes, non, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, à un moment donné, il faut juste pas se foutre de la gueule du monde. Il y a des gens qui se gavent sur nos pommes. Hein, comme disait monsieur Bruno Le Maire, il y en a qui ont des cadeaux. Hein. On leur fait des cadeaux, littéralement, à ces gens-là, et ils se gavent en toute impunité. Donc non, il y a un moment donné, il faut arrêter. Et puis, je vais vous montrer un truc, hein, parce que là, quitte à rincer des personnes qui arrivent sur les terres françaises et qui profitent du système allègrement, alors que derrière ça, il y a une montée de la délinquance via ces personnes-là. Alors là, attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Là, je vais me faire traiter de raciste. Là, je te parle juste de fait, en fait. Il y a des gens qui arrivent sur le territoire français, qui ne viennent pas pour travailler, qui viennent juste pour utiliser le système à bon escient. Parce que chez eux, c'est la misère. Donc quand ils viennent en France, même s'ils ne travaillent pas et qu'ils touchent des subventions, qu'ils touchent plein d'aides, etc., ben, ils vivent beaucoup mieux. Donc c'est mieux de venir en France. Puis à côté de ça, ils se permettent aussi, hein, tant qu'à faire, ils font pareil que nos dirigeants, eh bien ils se permettent de nous prendre de haut et puis de faire des dégradations, etc. Alors là, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, d'accord? Je vous parle vraiment de ceux qui arrivent en France, qui viennent profiter du système et qui foutent le bordel. C'est ces gens-là là, que je cible réellement. Ces gens-là, ils ont rien à faire en France. On n'a pas, nous, en tant que Français, à devoir travailler pour enrichir, entretenir le mode de vie de ces gens-là. C'est des parasites. Dégagés. Parce que quand la France, elle sera dos à terre, ventre à terre, et qu'on n'aura plus de richesse, qu'on sera tous entre pauvres et entre cons, bah ces gens-là, hein, ils vont pas venir nous aider. Ils vont partir dans un autre pays. Puis nous, on sera tout seuls, on sera tous comme des cons, et il faudra rembourser la dette. Voilà. Et ça contribue à flinguer la dette. Hein. Ça continue à creuser la dette. D'accord?
Déjà, tous ces députés, ces sénateurs, ces ministres, ces secrétaires d'État, etc. Ça coûte un pognon de dingue. Et à côté de ça, on fait rentrer de l'immigration parce que ça contribue à détruire la France. Ça détruit l'emploi, ça détruit la richesse, ça fout le bordel, ça fait une montée du racisme, hein, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans l'extrême. Il y a des gens qui voilà, ils se radicalisent dans le racisme. Il n'y a pas de juste frontière. Hein, c'est vénère. Il y a des gens, ils ont envie de taper. Tout ça, c'est voulu. Hein. Tout ça, c'est voulu. Mais bon, bref, allons voir ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est cette vidéo que je voulais vous montrer. C'est Aldostérone qui la partage et ça se passe en Espagne. Mais que ça se passe en Espagne, en Italie, en France ou dans un autre pays, c'est pareil. Ça parle de migrants qui humilient une femme. Puis autour, bah forcément, il y a des gens qui regardent, qui filment, mais qui n'agissent pas. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous allez voir la vidéo, ils sont en bande organisée, hein, ils sont à 15 sur une personne. Et toi, si tu interviens, tu vas te faire soit péter la tronche, soit tuer, hein, parce que des fois, ils sortent des couteaux, des pétards, etc. Donc, tu sais pas à quoi t'attendre. Soit, tu vas en blesser un ou deux, et puis la justice va se retourner contre toi. Donc, ça force les gens à ne plus bouger. Voilà. On est dans une France d'inactifs, et on contemple comme ça l'horreur, comme si on venait de gober une pilule bleue juste avant que ça se passe sous nos yeux. Ou pendant que ça se passe, on se dit, bon allez, je prends la pilule, c'est bon, j'ai rien vu. Mais globalement, là, ces gens-là n'ont rien à faire sur nos terres. Ces gens-là nous coûtent du fric, vraiment, ils nous coûtent vraiment du fric, ils détruisent de la richesse, et à côté de ça, ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Faut me dire, hein, s'il y a des gens parmi vous là qui défendent ça, ils servent à quoi? Éclairez-moi. Là, je vous parle pas des gens qui viennent en France, qu'on se comprenne bien, je vous parle pas des gens qui viennent en France pour travailler et créer de la richesse honnêtement. D'accord? Des gens qui ont gagné le droit d'être sur notre terre et qui justifient leur présence. Je vous parle pas de ces gens-là. Je vous parle de tous ces gens qui foutent le bordel, qui prennent de l'argent et qui sont improductifs et qui détruisent des emplois et de la richesse. Dites-moi à quoi ils servent, clairement. Regardez ça, c'est juste... Batem numa mulher, faz favor. Sim, mas não batem ela. A polícia que vem fazer isso. Não batem ela. Olha, filho, olha. Ô, filho, fica aí. Meu Deus do céu, gente. Gente, não aqui não. Meu Deus. Bon, c'est pas la vidéo la plus trash que j'ai eu à regarder, d'ailleurs j'en vois pas vraiment beaucoup, hein. L'algorithme ne m'en propose pas beaucoup, et puis l'immigration, ça ne m'intéresse pas spécialement comme sujet, bien que je comprenne le problème, parce que l'immigration est un véritable fléau, d'accord? Surtout celle qui est legit, celle qui est légale. C'est-à-dire que la France accueille chaque année des millions de personnes sur ses terres, parce qu'on en a besoin visiblement, hein, parce que les Français se sauvent, donc forcément, si les Français se sauvent, si les Français font moins d'enfants, si les Français sont de moins en moins actifs, bah, faut bien faire venir des gens de l'étranger. Mais à un moment donné, il faut aussi mettre un stop. Hein. Tu peux pas accueillir le monde entier en France. Parce que là, tu détruis de l'emploi et tu détruis de la richesse. Tu fais baisser le coût du travail, parce que ces gens-là, ils s'en foutent de travailler pour 3 francs 6 sous. Encore, quand ils travaillent, d'accord? Mais ils s'en foutent. Parce que tu as une personne qui va venir travailler, il va faire venir toute sa famille, il y en a peut-être une qui va travailler sur ces personnes-là, et puis le reste, bah subventionnez-nous, hein, s'il vous plaît, on a besoin d'argent, argent pour bébé. Hein. Et puis après, bah, tu te retrouves avec une bande de parasites, comme ça, qui foutent le bordel, qui respectent rien, et qui nous coûtent un fric de dingue. Voilà, ça se passe en Espagne, mais ça pourrait se passer n'importe où, hein, et ça pourrait se passer en France. D'ailleurs, il suffit de chercher un peu, hein. Vous allez sur X, vous allez trouver, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que c'est ce que je veux dénoncer dans cette vidéo? Non. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est juste pour vous montrer que, voilà, il y en a dans le lot qu'on paye littéralement, qu'on entretient, qu'on soigne, et ces gens-là sont littéralement dans cette catégorie-là. Donc non, ces gens-là, c'est direct, l'aéroport, ça dégage. On n'a pas à donner du fric à ces gens-là. Mais, allons voir un peu combien coûte l'immigration légale. Combien ça coûte l'immigration légale? Parce que là, on parle de clandestins, on parle de personnes qui foutent le bordel, qui sont un petit peu méchants avec les gens qui résident, qui vivent dans ce pays, qui les accueillent, et qui en plus les payent. Allons voir ça, j'ai trouvé ça ce matin, c'était vraiment... c'est pas mal. Hein.
Donc écoutez bien, ça se passe sur CNews et ça a été diffusé il y a 2 semaines, date à laquelle je tourne la vidéo. On est le 9 octobre 2024. Donc écoutez, c'est sidérant. Mais vraiment, c'est sidérant. C'est hallucinant de voir à quel point on se fait faire les poches tous les ans, tous les jours, par des gens qui n'ont pas lieu de nous faire les poches. Charlotte, depuis la formation du gouvernement Barnier, ses déclarations sur la question de la hausse des impôts sont scrutées de près. Si le Premier ministre il oriente ses réflexions, on a vu vers les plus riches ou vers les entreprises, la classe moyenne craint le pire et personne ne veut travailler plus et taxer plus, tout le monde surveille, et au bénéfice d'autres qui se laisseraient vivre. Et l'exemple de cette vidéo, on va voir un peu à l'image, pas la vidéo, mais l'image qui a fait le tour du monde, un homme qui explique, je cite, « Les Français travaillent pour moi pendant que je dors et à la fin du mois, j'arrive à économiser 600 € à ne rien faire. » Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous qui travaillez, est-ce que vous qui vous levez chaque matin, qui allez vous saigner au boulot, qui allez faire des horaires de merde, répondre à un manager qui ne vous respecte pas, faire des choses qui voilà, ne vous plaisent peut-être pas, avoir à faire des clients un peu exécrables, bref, vous passez des mauvaises journées au travail, vous vous tuez littéralement au travail, vous passez 35 heures et plus au travail. Et puis à côté de ça, tu as des gens, des parasites qui sont chez eux, le cul dans leur canapé, qui regardent des séries, qui jouent à des jeux vidéo, qui fument, qui boivent, qui rigolent, qui vont potentiellement aller foutre le bordel, etc. Et qui arrivent à placer 600 € tous les mois de côté. Est-ce que vous, en travaillant, vous arrivez vraiment, répondez-moi dans les commentaires, est-ce que vous qui travaillez, vous arrivez à mettre 600 € tous les mois sur un compte et épargner comme ça, tous les mois 600 balles? En travaillant, hein, pas en restant dans le canapé, en travaillant. Parce que je pense que si vous restez dans le canapé, vous, par contre, ça sera pas 600 balles, ça sera moins 600, moins 6000, et etc. Jusqu'à ce qu'on vous dise, bon, stop les conneries, maintenant t'es insolvable, t'as plus le droit à la carte bancaire, t'as plus le droit à ça, en fait, tu vis plus. T'es un esclave aussi. T'es un esclave du système bancaire maintenant. Tu vas rembourser ta dette. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi non, je trouve pas ça normal du tout. Clairement pas. Parce que moi, je me saigne au travail, et quand j'arrive à mettre 600 € de côté tous les mois, hein, quand j'arrive à investir 600 €, c'est vraiment que je me suis serré fort la ceinture. Très fort, d'accord? Donc je trouve pas ça normal qu'un mec qui reste dans son canapé arrive à placer 600 € comme ça de côté et se faire entretenir par les autres qui vont bosser. C'est la France des possibles, hein. Ah là, Bruno, franchement, je te contredis pas. Les gens qui travaillent pas gagnent plus d'argent que les gens qui travaillent. La France des possibles. On m'aurait dit ça il y a quelques années, hein, quand j'étais jeune, j'aurais fait, je travaille pas. Pourquoi? Pourquoi? Attends, sans déconner, je reste le cul dans mon canapé, je vais jouer à des jeux vidéo toute la journée, il n'y a pas de problème. Hein, je peux le faire, hein, il n'y a pas de souci. Des Américains ont été choqués, et pas que, par ceux qui disent vivre des aides en France. Est-ce que c'est une réalité ou bien est-ce que ça a été dit pour choquer? Mais déjà, tous ceux qui répondent en permanence, parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, cette question de l'injustice dans la distribution des prestations sociales, déjà en France et même entre Français, hein, cette question de répartition des richesses souvent, et évidemment quand s'invite la question étrangère en plus, c'est un sujet qui revient souvent. Oui. En général, les soutiens on va dire, de cette distribution sociale expliquent qu'il faut expliquer à l'extrême droite que, alors il va falloir ajouter à l'extrême droite des gens qui s'enorgueillissent de vivre de ces aides sur le dos d'autres personnes, parce que je ne sais pas si ce monsieur pointe à l'extrême droite, mais en tout cas ça mériterait une petite enquête à mon avis, parce qu'il faudrait le convaincre que apparemment sa propre vie ou ce qu'il raconte de sa propre vie est une fake news. Mais pour essayer d'y voir un peu plus clair, il faut voir quelles sont les aides qui existent aujourd'hui et comment sont-elles distribuées, parce qu'il est possible de le faire, personne ne le fait jamais, on s'envoie des anathèmes à la figure. Donc qu'en est-il exactement? D'abord, il y a la question, et donc évidemment, à la fois pour les Français et pour les étrangers, selon leur situation différente. La première chose, ce sont les minima sociaux. Alors, on s'empresse en général de préciser que les clandestins n'en bénéficient pas, et ensuite on passe à la case demandeur d'asile. Je précise qu'un clandestin, c'est quelqu'un qui arrive de manière irrégulière et qui se maintient de manière irrégulière sans se présenter à personne, sans ouvrir un dossier. Un demandeur d'asile, c'est la même chose, mais en arrivant, il ouvre un dossier pour demander l'asile. Mais il y a une entrée illégale, on va dire, sur le territoire français à la base. Le demandeur d'asile, lui, sur les minima sociaux, il a une allocation de 207 €, très précisément, qui peut aller jusqu'à 1138 € en fonction, vous savez, du nombre d'enfants, plus 225 € qui s'ajoutent à ça, si l'État n'est pas capable de lui assurer une solution de logement. Voilà, donc c'est génial, hein, parce que plus tu as d'enfants, plus tu as de sous-sous. Et généralement, ces personnes-là, elles débarquent en France, et elles ne débarquent pas seules, hein, parce qu'il y a le droit au regroupement familial, donc c'est un droit européen, la France ne peut pas s'y soustraire, elle débarque en France, ben elle vient avec toute sa clique. Et la France, elle donne des sous-sous à chaque enfant. Et puis si en plus, il n'a pas de logement, on lui redonne encore de l'argent. C'est pas mal en fait. Alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas suffisant. Ben voilà, il faut quand même qu'ils mangent. Et quand ils partent de leur pays, là, il n'y a personne qui leur donne des sous-sous. C'est-à-dire qu'ils arrivent en France, on leur donne des sous-sous. C'est pas magnifique ça? Moi, si je vais faire un tour dans le pays voisin, est-ce qu'ils vont me donner des sous-sous? Ça, c'est une bonne question, ça. Moi, sinon, je vais tout de suite chez le pays voisin, il n'y a pas de problème.
Vous voyez, ça fait quand même un petit peu d'argent. L'étranger en situation régulière, celui-ci, peut toucher le RSA dans les mêmes conditions qu'un Français s'il possède un titre qui lui permet de travailler, et c'est une protection qui saute si vous êtes réfugié sous protection subsidiaire ou avec un visa européen longue durée. Là aussi, c'est beaucoup d'argent quand même. Ensuite, vous avez la question des comment dire. Il y en a qui viennent travailler. Ceux-là, j'ai aucun problème avec eux. Hein. Ceux-là, j'ai aucun problème avec eux. Ils viennent travailler. Le problème, c'est qu'il y en a trop qui viennent travailler. Et comme je vous l'ai dit, il y a le regroupement familial qui fait qu'il y en a un qui vient travailler, il y en a un qui a le droit, d'accord, qui a le droit de venir travailler, et ensuite tu as toute sa famille qui vient s'agglomérer. Et par contre, eux, ils viennent pas tous travailler. Hein. Il y en a, allez, un bon 3/4 qui vient pour profiter des aides. Alors le mec, il vient travailler, il paye un petit peu de cotisation, etc. Il travaille, donc c'est normal, hein, il paye ses charges, il a les mêmes droits qu'un Français, il n'y a pas de problème. Par contre, les autres, eux, ils te vident la caisse et c'est normal. Du minimum vieillesse, pardon. Alors là, le minimum vieillesse, il est de 961 €. C'est pareil, ça arrive dans les mêmes conditions que les Français pour les étrangers en situation régulière. Et là, on voit que, le RSA, qui est quand même de 607 € par mois, vous avez 15% des bénéficiaires qui sont étrangers extra-européens. C'est pas rien, 15%. 15% sont étrangers extra-européens. Sur le minimum vieillesse, qui lui est de 961 €, en 2014, la dernière étude que j'ai trouvée, un tiers des bénéficiaires du minimum vieillesse étaient eux aussi étrangers. Ça n'est pas rien non plus dans une distribution pareille. Et les Alors 15% du RSA et puis un tiers du minimum vieillesse. Mais c'est... Et c'est des gens qui ne vont pas travailler toute leur vie. Hein. Enfin, je veux dire, ils viennent en France, ils travaillent quelques mois, quelques années, et après, ils profitent. Incroyable. Les Français, eux, ont le RSA, l'allocation adulte handicapé et la solidarité aux personnes âgées. Donc finalement, la même chose. Ensuite, vous allez sur le terrain de la santé. Là, les clandestins bénéficient, et Gabriel nous en parlait, de l'aide médicale d'État qui couvre jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Ensuite, nous précisons, le reste est à charge, oui, mais comme pour tout le monde. Sauf évidemment avec la mutuelle, mais ça c'est autre chose. Fin 2023, dans les études, 450 000 personnes en bénéficiaient. On parle de clandestins qui sont restés clandestins, juridiquement, administrativement, judiciairement, tout ce que vous voulez, des gens qui sont rentrés de manière illégale, qui se maintiennent de manière illégale. 450 000 personnes bénéficient de l'aide médicale d'État. Voilà, donc ça c'est ce qui nous coûte 1,5 milliard chaque année. Hein. Chaque année, on crame 1,5 milliard pour des gens qui sont restés en France de manière illégale et qui continuent de profiter de ce système. Parce qu'eux, ils cotisent pas, ils travaillent pas, donc ils vont pas profiter de l'assurance maladie. Hein. Et du coup, on a une assurance maladie d'État. C'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, vous avez les demandeurs d'asile. Eux, ils ont la PUMA, c'est une aide médicale d'État un peu améliorée. Ils sont remboursés comme les Français du régime général et au bout de 3 mois, sous condition de ressources, ils peuvent bénéficier d'une complémentaire santé solidaire pour le reste à charge, avec une demande qui est renouvelée tous les ans, donc qui peut, par définition, durer plusieurs années. Les étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même chose, comme les Français. Sur le terrain du logement, les clandestins... Là aussi, ça interpelle souvent. Les clandestins bénéficient de l'hébergement d'urgence. Ça avait été un des changements de la loi immigration via le Sénat, qui avait supprimé ça, et je le précise parce que vous vous souvenez des hurlements à l'époque, là tout le monde est un peu plus calme, on va se pencher sur l'espèce de truc abominable d'extrême droite qui nous était proposé au Sénat. Le Sénat proposait de changer dans la loi immigration que l'hébergement d'urgence ne puisse pas être attribué à des personnes, non pas clandestines, mais sous OQTF déjà. Donc, puisque le séjour irrégulier n'est plus un délit, l'OQTF c'est à l'occasion d'un autre délit. Bon, c'était simplement ça dans la loi immigration, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc pas de changement, hébergement d'urgence. Demandeurs d'asile, eux, ils bénéficient potentiellement de l'hébergement d'urgence et des CADA, vous avez les centres pour demandeurs d'asile dont on a parlé assez régulièrement. Les étrangers en situation irrégulière ont droit aux aides au logement, plus potentiellement une demande dans un logement social, plus le droit opposable au logement. Pareil, dans la loi immigration, il y avait un petit changement, on disait, pour les étrangers en situation irrégulière, c'est après 5 ans ou 3 mois de travail. Ça a sauté via le Conseil constitutionnel, c'est vrai que c'était abominable. Après 5 ans ou 3 mois de travail, enfin... Donc maintenant, en fait, si j'ai bien compris, hein, corrigez-moi, mais si j'ai bien compris, maintenant, il n'y a plus de... Voilà, tu arrives, t'es clandestin, bon, bah, on va te loger d'urgence, hein, parce que bah, t'es clandestin, quoi. T'as besoin d'un toit. Par contre, il y a des gens... Alors, j'ai peut-être mal compris, hein. Mais en attendant, il y a des gens qui débarquent en France, des gens qui débarquent sur le sol français, qui sont clandestins, qui sont irréguliers, qu'on va aller loger, l'aide au logement d'urgence, là, qu'on va aller loger. Alors certes, ça dépend, hein, je sais pas, peut-être qu'ils vont avoir un 3 étoiles comme ils vont avoir un Formule 1 ou j'en sais rien, hein, mais en attendant, ils ont un toit. Puis à côté de ça, tu as des gens, des Français, d'accord, qui sont nés en France, qui sont sur leur terre, qui font partie de la patrie, ce sont des citoyens français. Eux, par contre, on va les laisser crever dehors et on va dire, bon, bah allez manger à la Banque Populaire, allez trouver un endroit où dormir, un carton, et puis de toute façon, cachez-vous bien parce que la police, si elle vous voit, elle va vous déloger. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal?
Alors moi, j'ai aucun problème à cramer du fric, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis généreux dans la vie, je peux en donner à beaucoup de monde. Mais quand j'en ai. Parce que quand j'en ai plus, bah, tu peux venir me demander de l'argent, je te dirais, écoute, t'es gentil, mais j'ai plus d'argent. Donc va voir le voisin s'il a quelque chose à te donner, parce que moi, j'ai plus d'argent. En France, t'as plus d'argent, bah tu continues à donner de l'argent. Mais comment tu fais? C'est magique. Et bah tu fais les poches à tous les gens qui sont autour de toi. Voilà, c'est magnifique. Donc t'as un mec qui débarque de nulle part, qui se dit tiens, la France c'est génial, c'est le pays du social, on me donne là, j'arrive là-bas, et juste parce que j'arrive là-bas, on va me donner de la thune, on va me donner de l'argent. Bah, c'est magnifique. Je les comprends, hein, je les comprends. Très sincèrement, je les comprends. Tu arrives, tu prends de l'argent. Un truc de dingue. Et les Français, on peut être d'accord, pas d'accord, enfin c'était pas non plus l'horreur absolue. Bon, mais les Français, eux, ont les aides au logement, le logement social, le droit opposable et potentiellement l'hébergement d'urgence quand il reste de la place, évidemment. Les prestations familiales, cette fois-ci, les clandestins n'en ont pas. Le demandeur d'asile, lui, a une allocation augmentée de 103 € par enfant sur l'allocation de base dont on parlait tout à l'heure. Les étrangers en situation irrégulière ont les prestations familiales. Pareil, changement demandé dans la loi immigration d'un délai de présence sur le territoire pour en bénéficier. Il a sauté également et les Français touchent une allocation, vous savez, à partir de au moins 2 enfants. Et les transports. Alors là, j'ai peut-être mal compris, mais de ce qu'elle vient de me dire et de ce que j'ai compris, avant, il y avait des délais, des conditions à respecter pour pouvoir décrocher des aides. Aujourd'hui, ça a sauté. Donc le mec, il débarque sur les terres françaises, il prend la thune direct. Alors qu'à côté de ça, les Français, ils doivent avoir 2 enfants pour avoir les mêmes prestations sociales. Il n'y a pas un problème? Alors, encore une fois, j'ai peut-être mal compris. Et je vous invite vraiment, si c'est le cas, à m'expliquer dans les commentaires ce que j'ai pas compris, afin que je puisse m'éduquer. Hein. C'est un peu le but, on échange. Hein. Même si c'est pas un dialogue entre nous, bah dans les commentaires, on peut dialoguer entre nous. Donc n'hésitez pas à me corriger si je comprends pas bien. Mais là, de ce que je crois avoir compris, c'est un peu le monde à l'envers. C'est un peu du foutage de gueule. Et ça vient de nos popoches. Hein. C'est nos impôts, hein. C'est nos taxes, c'est nos charges, c'est nos prestations sociales, etc. Tout ça, c'est nous. Hein. Et nous, on passe en dernier. Les transports, enfin. Les transports, les clandestins, les organismes de transport sont contraints, dans certaines régions, par la loi, d'accorder 50% de réduction. Pour les clandestins, pas les demandeurs d'asile qui attendent même une réponse. Les personnes en situation irrégulière qui ne se déclarent à personne, sauf apparemment aux organismes de transport. Bon. Et donc, eux, 50% de réduction. Et ça aussi, c'est pas n'importe quoi. Le mec, il débarque de nulle part, il est déclaré de nulle part, et la loi oblige les transports, les sociétés de transport, à leur faire une réduction de 50%. Et c'est pour faire quoi? C'est pour aller se déclarer, hein, les moins 50%? Hein? C'est pour se déclarer? Ils prennent le taxi, le train, le bus, l'avion, prennent moins 50% et puis ils vont aller se déclarer à la préfecture. Coucou, je viens d'arriver. J'aimerais avoir des papiers, puis des aides, puis des allocations. Non mais... Je comprends pas ce pays. Enfin si, je comprends. Je comprends la volonté de destruction du pays, il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas comment on en est arrivé là, à un tel niveau d'absurdité. S'il y a bien des gens qui votent ces lois, hein, il y a bien des gens qui les font appliquer. Ils sont pas tous manipulés par l'État profond. C'est pas tous des marionnettes. Ou alors c'est des marionnettes mais inconscientes. Elles ne savent même pas qu'elles sont des marionnettes. Elles sont juste par dogmatisme dans le système et puis elles se font drainer par le système, elles se font piloter par le système. Et elles sont même pas conscientes qu'elles se font manipuler. Et pourtant, dans leur tête, elles sont convaincues qu'elles font les bons choix et qu'elles vont dans la bonne direction et que c'est utile pour la France, visiblement, de donner autant de droits à des gens qui débarquent de nulle part. Parce que la Commission européenne a dit, bon, c'est soit tu accueilles tout le monde sur ta terre, parce qu'ils sont rentrés sur les terres de l'Union européenne, soit c'est 20 000 € d'amende sur ta tronche, par tête. Donc le mec, il débarque avec toute sa famille, il débarque à 10, c'est 200 000 € d'amende. Donc tu vas les prendre, tu vas les loger, tu vas les soigner, tu vas les nourrir, tu vas leur permettre de se promener à moins 50% là. Et puis tu vas faire en sorte que chaque année, on va t'en renvoyer, puis tu vas les accepter. Tu vas les loger, etc. Et puis, bah, les Français, eux, ils ont le droit de crever, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce que c'est pas magnifique, la France? Les demandeurs d'asile ont des facilités locales, alors là c'est assez géographique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les étrangers en situation régulière, eux, ont des tarifs sociaux comme les Français, et donc les Français ont les tarifs sociaux comme des étrangers en situation régulière. Alors on peut trouver ça formidable, absolument génial, extrêmement généreux, ou à l'inverse abominable, mais il ne faut pas faire semblant que tout ça n'existe pas. Il y a des aides qui existent, certaines sont cumulatives, et certains, évidemment par la force des choses, en profitent.
Merci pour votre méthode, minima sociaux, prestations familiales, transport, santé, logement. Alors, on comprend bien, Charlotte Dornelas, que l'État est très social pour les Français comme pour les étrangers. Est-ce qu'on connaît un petit peu la répartition? Alors, après le Covid, on va prendre l'année 2022. Alors là, c'est sûr que oui, je suis d'accord avec elle. La France, c'est le pays du social. C'est le pays qui redistribue le plus les richesses qui sont prélevées par les impôts, et les taxes, et les charges, etc. Bref, c'est le pays qui redistribue le plus. Et ils sont contents, ils s'en gargarisent. Oui, bon, écoutez, c'est vrai qu'on vous demande beaucoup, on ponctionne beaucoup, mais on redistribue quand même pas mal. Alors certes, on est glouton, mais on vous redonne quand même pas mal d'argent. Puis on en donne à tout le monde au passage. Les associations, les pays voisins, on les aide à se développer, on va subventionner les copains, on va subventionner des conneries qui ne servent qu'à détourner du fric, la transition écologique, coucou, on est là. Mais bon, on redistribue quand même, vous êtes contents, vous avez des services publics qui fonctionnent, encore un peu, un petit peu. C'est pas beaucoup, mais ça fonctionne. Alors, vous plaignez pas les Français. Ben moi, je vous le dis, je préfère 100 fois créer de la richesse que de détruire de la richesse en donnant à des improductifs. Donc si on me demande de faire un choix, je préfère ne plus payer d'impôts et que l'État me doive rien, qu'il me laisse tranquille dans la merde. Je me démerde, mais derrière ça, je crée de la richesse. Parce qu'on ne me met pas des bâtons dans les roues, qu'on va pas me flinguer dès que je vais mettre le nez dehors et puis essayer de créer quelque chose. Je préfère 100 fois ça que de me retrouver dans la situation actuelle où je bosse comme un acharné pour mettre 200, 300, 400 balles tous les mois de côté, difficilement quand je me serre la ceinture, parce que on me prélève plus de 50% de mon revenu pour le redistribuer à droite à gauche. Et au final, se retrouver avec un pays endetté qui a besoin d'argent, mais vraiment drastiquement et dramatiquement beaucoup d'argent, et qui ne s'en sort pas. Le pays a la tête sous l'eau, il continue à cramer du fric, il en demande toujours plus, et les socialistes, ils sont contents. Ce pays me rend dingue. Parce qu'encore une fois, ça ramène à ce que je viens de dire juste avant. Il y a des gens qui sont là pour voter ces lois, pour les écrire, pour les proposer, etc. Et ces gens-là sont convaincus qu'ils font le bien, et qu'ils sont dans le clan du bien. Mais non, t'es juste dans le clan de la destruction, de la misère, de la France du pauvre. Voilà. Parce que la France du pauvre, par définition, c'est une France où les Français ne créent pas de richesse. Et quand tu détruis tes organes de production et que tu détruis la richesse, en faisant fuir les gens qui créent la richesse, bah t'es dans une France de pauvres. Voilà, c'est tout simple. Donc moi, ça me fait à la fois rire, à la fois pleurer, ça me fait peur, c'est terrifiant de voir dans le monde dans lequel on est. Et vraiment, quand je vous dis que quand vous bouffez cette pilule rouge, quand vous vous réveillez dans le vrai monde, le caca que t'aimais bien manger avant, il a tout de suite un autre goût. Là, d'un coup, là, il sent la merde, c'est le cas de le dire. Et encore, l'odeur de merde, c'est rien. Je préfère sentir la merde que l'odeur de la France actuelle. Parce que là, franchement, ça pue quand même bien la troïka. Ça pue la misère, ça pue l'austérité, ça pue. Et bientôt, ça puera vraiment, parce que les gens n'auront même plus de quoi se laver, se chauffer, etc. Donc les gens vont tous puer, parce que on sera tous des pauvres. Ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. C'est une situation un peu normale. Pendant le Covid, évidemment, tout ça a explosé. Mais sur une situation à peu près normale. 2022, la France consacre 849 milliards d'euros par an à ses prestations confondues. Donc c'est 842 milliards, 842 ou 849, bref, 840 milliards. Ça représente quoi? Ça représente plus d'un tiers, presque la moitié en fait de ce que dépense l'État là. Plus de la moitié. Attendez. C'est-à-dire 32,2% de son produit intérieur brut. C'est absolument énorme. Rapporté à ce produit intérieur brut, pour la 7e année consécutive, la France est le pays d'Europe qui consacre le plus à la protection sociale. Donc là, on est sur un tiers du PIB. On est sur un tiers du PIB, mais la France, elle dépense 1400 milliards par an. Donc on est sur la moitié, en fait. On est sur la moitié de dépenses qui partent dans les prestations sociales, etc. Donc oui, la France, elle redistribue quand même pas mal. Il n'y a pas de problème. Mais derrière ça, elle s'endette toujours plus. Parce que plus elle distribue, plus elle a besoin d'argent, plus elle crame du fric, plus elle a besoin d'argent, et plus elle ponctionne, moins il y a d'argent à prélever. Ils ont compris comment flinguer le système. T'inquiète pas qu'ils ont bien compris. Puis alors, toutes ces marionnettes-là, elles savent y faire. Elles savent sur quel bouton appuyer pour faire péter les choses sans que les Français aient envie de prendre la pilule rouge. Il n'y a pas de souci. Devant l'Italie, devant l'Allemagne, mais surtout devant le Danemark. Vous savez que ça a été un gros sujet au Danemark, puisque c'est à peu près similaire. Le Danemark est à 27%, on est à 32,2% quand même. Et le Danemark, le gouvernement social-démocrate danois, a décidé de limiter drastiquement l'immigration pour préserver ce modèle-là. On est 5% au-dessus, mais nous, la question est interdite. Le débat même est interdit.
Oui, parce que sinon, tu es directement catégorisé de raciste. Et je suis sûr que si demain, cette vidéo, elle est beaucoup vue, eh bien, je vais en avoir dans les commentaires qui vont me dire « Ouais, t'es un raciste, etc., etc., etc. » Alors que non, je prône juste les faits. Les faits sont là. Il y a des gens qui débarquent sur le territoire français, qui n'ont rien à y faire, qui ponctionnent littéralement le fric des Français, qui détruisent de l'emploi, qui détruisent de la richesse, qui rabaissent le niveau des rémunérations globales de tous les salaires vers le bas, et ils ne font rien de productif. Donc non, je suis juste en train de dire des faits. Et si tu amènes ça sur le débat, bah là c'est mort en fait. C'est tabou en France, c'est tabou. Ah, faut accepter le monde entier. Il faut que la France, ça devienne la poubelle du monde et surtout la poubelle de la misère. Hein. Comme si en France, on avait le puits magique qui sortait des sous-sous. J'aimerais bien, hein. Franchement, j'aimerais bien trouver le puits magique. Vous savez, c'est l'histoire qu'on me racontait quand j'étais petit. On me disait, tu sais, quand tu vois un arc-en-ciel, si tu arrives au pied de l'arc-en-ciel, il y a un chaudron magique avec plein de pièces d'or et il y a des petits lutins autour. Bah crois-moi qu'à chaque fois que je voyais ce foutu arc-en-ciel, je prenais mon vélo et j'essayais d'aller voir où était ce foutu chaudron. Évidemment, on m'a pas dit qu'il n'y avait pas de chaudron et que je le trouverais jamais. Et du coup, j'ai cherché, hein, j'ai cherché. Mais peut-être qu'eux, ils l'ont trouvé. Hein. Peut-être qu'eux, ils ont trouvé le fameux chaudron magique avec les pièces d'or et puis, bah vas-y, on y va. On y va. On donne à tout le monde. Alors je sais où ils servent. Ils servent, mais c'est pas un chaudron magique. Hein. Les poches des Français ne sont pas un chaudron magique. Il y a un moment donné, il n'y aura plus rien dans les poches. Et là, tu pourras faire autant de poches que tu veux. S'il n'y a plus rien dans toutes les poches, c'est la banqueroute. D'accord? C'est la banqueroute. Mais c'est tabou tout ça, c'est tabou. C'est qu'un facteur, hein, c'est qu'un facteur. L'immigration, c'est qu'un facteur. Si avec ça, ça me poserait aucun problème. C'est qu'un facteur. Mais c'est un facteur qui pose de vrais problèmes. Et ce problème va s'amplifier avec les années. Donc il faut arrêter ce bordel. C'est pas pour rien que t'as l'Allemagne qui a refermé, qui a réouvert, qui a réutilisé son droit de fermer pendant 6 mois les frontières, ou du moins d'augmenter les contrôles, de remettre les contrôles au poste de frontières. Mais bon, ils ont tellement détruit le service des douanes et des frontières, le contrôle de frontières, que bon, je veux dire, même si remettre ça en place, c'est tellement affaibli que n'importe quel migrant qui viendrait sur nos terres de manière totalement illégale, un clandestin, bah pourrait le faire facilement. Et puis ça ne dure que 6 mois. Tu peux le renouveler, mais ça va durer que 6 mois, plus 6 mois, plus 6 mois. Mais c'est pas définitif parce que l'Union européenne, la Commission européenne, impose aux pays États membres de l'Union européenne d'accepter n'importe quelle personne qui a mis les pieds sur un des pays, donc sur une des terres des pays de l'Union européenne. Eh bien, ces gens-là sont obligés d'être accueillis dans les différents pays de l'Union européenne. Sinon, c'est 20 000 € par tête. Donc là, en fait, les gens, ils se dirigent vers nos pays, parce qu'on est généreux. Puis quand ça sera moins attractif, bah, ils partiront. Et là, ça sera un vrai gros signal d'alarme. Hein. Parce que si tous les migrants, là, tous les immigrants qui viennent chez nous, là, qui viennent se gaver, ils se mettent à partir, ça voudra bien dire qu'il n'y a plus rien à manger. Et là, la pilule rouge, elle va commencer à passer. Mais elle va passer de force. Hein. Mais ouais, c'est... Bon, bref, on va pas... Je vous invite à aller voir la fin de cette vidéo, elle est intéressante, mais on va pas tergiverser encore plus longtemps là-dessus. C'était pas le sujet de la vidéo, c'est vrai que je m'étale un petit peu, mais je trouve ça quand même assez... Enfin, c'est électrique, c'est électrisant, c'est malaisant même. De voir à quel point il y a des vrais problèmes qu'on ne veut pas voir et qu'on interdit littéralement d'aborder. Parce qu'il y a un dogmatisme, bon, c'est pas bien, t'es raciste ou je sais pas quoi, bref. Mais vous savez quoi, le pire, hein, c'est que j'ai longtemps pensé ça. Hein. J'ai longtemps pensé ça, j'ai longtemps été dans cette logique-là. Hein. Avant d'être éduqué financièrement, j'ai longtemps été dans cette logique-là. Oui, mais tu comprends, c'est la misère à droite à gauche, faut les aider. Oui, d'accord. Sauf que j'avais pas compris qu'en les aidant, c'était nous qui allons être dans la misère dans quelques années. Et que ces gens-là, là, que t'auras aidés, bah, comme c'est des parasites, hein, c'est pas des solutions, c'est des parasites, bah, ils iront parasiter ailleurs. Et puis toi, bah, t'auras plus qu'à faire pareil. Ça, je l'avais pas compris. Je l'avais pas compris. Allez. Est-ce que vous aimez la France actuelle? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce qu'elle est devenue? Ce qu'ils en ont fait. Macron, Bruno Le Maire et Pacotti. Hein, tous ces gens-là, en fait. Tous ces gens qui sont au pouvoir pour détruire la France. Michel Barnier, qui lui va mettre le clou final sur ce cercueil. Mais il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas, il va le faire. Il va le faire, mais c'est toujours des plans en douceur. Hein, c'est vraiment, on étale la pommade tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on en remet une couche, et puis une couche, et une couche. Le français s'énerve un peu, bon. On va le calmer avec des belles paroles.
on va lui promettre 2-3 trucs, il va se calmer. Et puis quelques mois après, on remet une couche, 2 couches, 3 couches. Puis à la fin, tu as un empilement de couches qui est tellement énorme que le mec ne se rend même pas compte qu'on lui a mis 50 couches de crème sur la tronche. Tiens, je voulais qu'on retourne en 2018. On va y aller. Retournons en 2018. Voilà, tout à l'heure, je suis tombé sur ça. C'était un post du 8 janvier 2018. D'accord ? Et sur ce post, on voit une feuille. Et sur cette feuille, on voit toutes les augmentations qu'il y a eu cette année-là au niveau de plein de services différents. Et ça, toutes ces augmentations, c'est des services que tout le monde utilise, ou presque. Donc à chaque fois qu'on met 10%, 20%, 30% à droite à gauche, c'est 10, 20, 30% qui sortent de vos poches. Et ça, c'est pas une année, c'est tous les ans. Et par-dessus ça, on rajoute une couche. Et puis encore une couche. Et encore une couche. Et là, vous la voyez, la crème. Là, vous la voyez. Sauf que chaque année, vous oubliez que la crème qu'on vous a mis l'année précédente, elle est encore là. Et que c'est des surcouches. Et le français, au bout d'un moment, il est abéti, en fait. Il est abéti. Il comprend plus rien, en fait. Ah, vache. Oh, mon niveau de vie, ça devient compliqué. Hein. La vie est dure en France. Il a oublié que 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, il vivait bien. Il vivait très bien. Il pouvait sortir, il pouvait se faire plaisir, il pouvait faire des restaurants, il pouvait partir en vacances, il pouvait aller au cinéma 5 fois dans le mois avec ses enfants, il pouvait acheter des jouets à ses enfants, il pouvait jouer à des jeux vidéo, payer des services, etc. Bref, des abonnements, il pouvait se faire plaisir, le mec. Il y a 10 ans, il pouvait se faire plaisir. Et pourtant, il était moins bien payé. Et aujourd'hui, il a un meilleur salaire, et tous les mois, il compte ses sous. Et ça, c'est parce qu'il a oublié qu'il y avait 10 couches de merde qu'on lui avait mis sur le dos 10 ans en arrière. Donc regardons ce post, il est intéressant. Il est intéressant parce qu'en 2018, on avait les frais bancaires qui montaient de 13%. 13%. Hein. Sachant que tous les ans, ça augmente un petit peu, 2, 3, 10. Hein. Ça dépend des mois. Pour des frais, alors les frais bancaires, c'est quand même hallucinant ça. Hein. Tu prêtes de l'argent à la banque et on te fait payer. On te fait payer des frais parce que tu prêtes de l'argent à la banque. Parce que oui, quand tu mets de l'argent à la banque, tu lui prêtes à la banque. D'accord ? C'est pas genre un coffre numérique où ton argent est stocké et tu payes pour le stocker. Non. Tu prêtes de l'argent à la banque va placer cet argent soit à la BCE, soit sur des actifs, elle va le faire travailler, elle va prendre des intérêts, elle va se gaver sur ta pomme, et en plus de ça, en se gavant sur ta pomme, elle va te demander de l'argent. Et chaque année, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans, elle ose se dire, bon, ça devient ric-rac, là, faut payer les salariés, les charges et tout le bordel, plus 10%, plus 20%, etc. What the fuck ? Vous faites pas assez de fric, les banques ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un empilement de défaillances de banques. Là. Il y a des fusions-acquisitions dans tous les sens parce que les banques crèvent les unes après les autres. Et qu'aller voir l'état de la Société Générale, c'est énorme. Hein. Une grosse banque comme ça à qui on a donné 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros qu'on a donné avec l'affaire Kerviel. On leur a donné 2 milliards d'euros. Ça, c'est rien pour la Société Générale. 2 milliards d'euros, c'est rien. Hein. En attendant, on leur a donné du fric et aujourd'hui, ils sont sur la banqueroute. Ils sont au bord de la banqueroute. Ils sont en train de revendre jusqu'au dernier slip qu'ils ont. Là, tu vois. Ils en sont là, à ce niveau de braderie. Mais voilà, ils savent tellement pas gérer leur fric qu'ils t'en demandent toujours plus. Après le carburant, 12%, mais oui, mais allons-y, c'est vrai que c'est pas assez cher l'essence. C'est vrai, c'est vrai. Alors le français, lui, voit pas trop les variations de prix. Par contre, si demain le français il met sur son téléphone une application qui lui permet de voir le cours du baril au jour le jour, il va se rendre compte qu'il y a des grosses variations quand même. Quand tu vas voir la variation du prix du pétrole, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Des fois, ça vaut pas très cher, des fois, ça vaut cher, mais des fois, ça vaut très, très pas cher, ou très peu cher. Et pourtant, le français lui paye toujours son essence 1,60 €, 1,70 €, 2 €, etc. Bah, c'est parce que chaque année, on te met une petite taxe en plus. Hein, on augmente de 2, 3%, 10%, 20%. Puis à la fin, bah, tu te retrouves avec des prix délirants. Voilà, c'est juste génial. Alors, c'est pareil sur l'électricité, c'est pareil sur tout. Il n'y a pas de limite, en fait. Hein. Tout ce qu'on peut faire pour te faire les poches, il n'y a pas de limite. Mais là, rien que si vous regardez cette liste, en termes d'augmentation, bah, ça fait quand même pas mal de taxes cachées hein, et d'impôts cachés. C'est juste exceptionnel. Hein. Regardez-la. Hein. Je vais vous la décrire, mais regardez-la. Et ça, c'est qu'un échantillon. C'est qu'un échantillon, mes amis. Donc quand M. Barnier vient à la télé et vous dit « Bon, vous inquiétez pas, on va faire payer les plus riches. » Et les Français n'auront rien à payer. On va sauver la France. On va éponger le déficit en faisant participer les 0,3% des Français les plus fortunés. Mais vous inquiétez pas, vous allez rien payer. Bah regarde ça, c'était en 2018. On refait la même chose en 2024 et en 2025, c'est pareil. Hein. C'est une couche de merde sur une couche de merde sur une couche de merde. Et au final, ça sent la merde. Ça sent fort la merde, mais les Français sont là. Ça sent pas, il y a une odeur bizarre quand même. Une odeur de misère là. Il y a une odeur d'austérité, je comprends pas. C'est toi qui pue là. Mais c'est ça la France en ce moment, c'est ça.
Mangez cette pilule rouge. Bouffez-la. Bouffez-en 10, 20, 30, 40, 50, 100. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et au-delà de ça, c'est facile de dire de se réveiller, mais éduquez-vous. Comprenez le monde dans lequel vous vivez, parce que sinon, vous allez vous faire empapaouter. Et j'ai voulu être beaucoup plus vulgaire, voilà. Donc les PV de stationnement, 130%, plus 130% en 2018. Parce que ça rapporte beaucoup les PV de stationnement. C'est pas pour rien qu'on fout le bordel dans les villes. On réduit les places de parking, on en fout partout, des trucs payants. Mais par contre, il faut que ça soit chiant pour le riverain. Alors on met des zones entières, sans voiture, etc., sous couvert d'écologie, il n'y a pas de problème. Là, l'écologie, elle permet tout, le climat, il permet tout, il n'y a pas de souci. Le CO2, c'est là l'excuse ultime pour tous les méfaits de cet État. Donc on va te faire chier, on va enlever des routes, on va te faire chier pour que tu ailles te stationner n'importe où, mais surtout pour qu'on puisse te mettre un petit PV de stationnement majoré de 130%. Voilà, et ça c'était juste en 2018. Si vous avez le courage, n'hésitez pas à faire la rétrospective sur 10 ans. Et puis vous me la partagez quelque part, il n'y a pas de problème, je la prends, et puis on en fera une vidéo. Parce qu'à mon avis, il y a de quoi s'hérisser le poil. Les assurances, 3 à 5%, bah allez, hein. C'est vrai que les assurances, avec le changement climatique, il y a de plus en plus de tempêtes, d'intempéries, etc. Du coup, ça devient problématique. Hein. Elles ont de l'argent, les assurances, hein. Elles sont en excédent, hein. Mais elles t'en demandent toujours plus. C'est pareil pour les mutuelles. Hein, d'ailleurs, les mutuelles, plus 5%. Ces trucs-là sont en excédent, mais ils arrivent à te demander de la thune en plus, hein, histoire de pouvoir se servir un peu. Les timbres, plus 10%. La carte grise, plus 15. Le tabac, alors ça, le tabac, ça c'est vraiment, c'est une pompe à fric absolue. En plus de vous tuer, hein. Ça évite de donner des sous à la retraite. Donc ça vous ponctionne pendant votre durée de vie, et puis ça vous enterre avant d'aller à la retraite. C'est magnifique. Ça, c'est énorme, c'est énorme. Tu vois, si vraiment ils voulaient aider à protéger la population et protéger les gens des cancers, etc., du poumon, à cause du tabac, bah en vrai, ils interdiraient le tabac au même titre que la drogue, etc. Interdit. C'est illégal en France. T'as pas le droit. Bah non. Déjà, ça rapporte du fric. Ça rapporte du fric. Et puis ensuite, si avec un peu de chance, tu iras pas en retraite. C'est des sous économisés. C'est des sous qu'on peut dépenser ailleurs. Pourquoi s'en priver? Abonnement de bus, 3%. Hein, à part par les clandestins. Les clandestins, eux, ils ont le droit à moins 50%. Donc il n'y a pas de problème, l'inflation, ils connaissent pas. Les péages routiers, plus 1,3%. Hein, les péages routiers. C'est incroyable ça, les péages routiers. C'est un vrai viol. Chaque année, ils augmentent. Chaque année, le péage devient de plus en plus cher. Les routes sont les mêmes, voire elles se dégradent d'année en année. Il y a des fois, il y a des tronçons d'autoroutes incroyables, le nombre de culs de poule. Et la vitesse. Souvent, alors je prends beaucoup moins l'autoroute. Mais quand je la prends, et que tu as des tronçons de route qui sont normalement à 130, une autoroute c'est 130, tu as des portions qui sont à 110, mais souvent c'est 130, et que tu as des travaux sur plusieurs kilomètres, et que tu roules à 90, voire moins, parce que ça circule pas, et à la fin, la facture, c'est toujours la même, alors que tu arrives en retard, alors qu'à la base, tu as fait ça pour aller plus vite, c'est le fist intégral, d'accord? Le gaz, plus 7% en 2018 déjà, hein, en 2018. Vous avez tous connu la crise 2021-2022, l'explosion de Nord Stream, la chute de l'Allemagne, bref, c'est un calvaire. Le gaz, c'est un calvaire. Mais déjà à l'époque, 7%, c'était déjà pas mal. Hein. Et ça augmente chaque année. Les forfaits, forfaits ou frais? Forfait. Je pense que c'est forfait hospitalier plus 15%, hein, histoire de bien t'en papaouter, hein, parce que c'est vrai que les hôpitaux, ça devient un peu la clochardisation. Ouais, ils sont obligés de se démerder comme ils peuvent, du coup, ils prennent plus d'argent. Hein, voilà. Mais à la limite, moi, ça me dérange pas de payer un forfait pour l'hôpital. Ça me dérange pas de payer pour la santé. Vraiment pas. Si c'est bien utilisé, hein, comme c'est toujours pareil en fait, hein, si c'est juste pour engraisser des gens qui sont payés à être le cul derrière un bureau et à prendre des décisions et à parler, à papoter, à faire boire le café, non. Par contre, si tu payes des médecins, des gens qui sauvent des vies, oui, pas de problème. Tu peux me prendre mon fric, il n'y a pas de souci. Les abonnements Vélib, plus 30%. Bon, alors t'as le droit à l'écologie. Hein. Roulez plus écolo. Prenez du vélo. Hein. Ça vous coûtera moins cher que l'essence. Par contre, c'est plus 30% quand même. Le contrôle technique, plus 23%. Hein. C'est obligatoire, donc c'est la fête du slip. Tu peux pas y échapper. Donc, tous les 2 ans, tu vas te prendre un fist. Voilà. Puis là, ça a augmenté, et ça augmentera encore, etc. Ça va devenir un luxe de pouvoir faire entretenir sa voiture et de la faire contrôler. Magnifique. Je sais pas ce que c'est. Cantine scolaire de 1 à 3%. C'est pareil, hein, les enfants payent toujours de plus en plus cher pour manger, mais ils ont de moins en moins de trucs dans l'assiette, et surtout des trucs de moins en moins bons pour leur santé, et des trucs de moins en moins bonne qualité. Donc voilà, tu donnes plus pour avoir moins.
Typiquement, c'est la France. Le fuel domestique plus 36%. Allez, hop, on met 2 doigts dedans et on écarte. Et t'inquiète pas que la dilatation du renflement brun, elle se fait toute seule. L'électricité plus 17%. Bon bah, si c'était que ça, hein. Si c'était que ça. Ils vont pas augmenter de 30-40% là cette année, l'année prochaine? Ah oui. Ah, ça va faire mal, hein. Je crois que c'est 800, 900, 1000 euros de plus par contribuable, par foyer. C'est génial ou pas? Il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt. Par contre, il y a une taxe, hein, on va pouvoir te mettre bien profond. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. La CSG, la fameuse CSG, plus 21,7%. Et le SMIC, le SMIC, lui, il a augmenté de 1,2%. Voilà, il était indexé sûrement sur l'inflation, qui était à 1, 2. Oh! Et est-ce que le SMIC a suivi l'inflation qui a suivi 2020, 2021, 2022, 2023, hein? Rien que sur l'alimentation, quasiment 20% d'inflation en moyenne. De 2021 à 2024. Est-ce que le salaire a suivi? Est-ce que, juste pour faire vos courses, est-ce qu'on vous a donné de l'argent? Est-ce qu'on vous a subventionné? Parce que vous venez pas de l'étranger, là, vous êtes sur le sol français, vous créez de la richesse. Est-ce qu'on vous aide? On va peut-être vous donner un petit chèque énergie de 100 euros. Ouh! Sans déconner. Il y a vraiment des gens qui sont satisfaits de ça? Ils sont satisfaits de recevoir 100 euros d'aide, des conneries, mon cul sur la commode et tout le bordel? Et là, je ne m'adresse pas aux gens qui vivent du socialisme, hein, parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment très très bien au crochet de l'État et au crochet des Français. Là, je m'adresse à ceux qui créent de la richesse, qui travaillent et qui, à la fin du mois, galèrent à finir leur fin de mois, qui galèrent à payer leurs factures, qui galèrent à se chauffer, qui galèrent à manger, qui galèrent à s'habiller, à s'éduquer, bref, qui galèrent. Ça vous dégoûte pas, vous? Est-ce que ça vous dégoûte ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment. Ah, et les augmentations de 2024, on en parle? Celles qu'on a eues cette année? Après, on pourra peut-être parler de celles de 2025, mais je ne les ai pas encore trouvées. Mais je pense que quand on fera la liste, vous allez voir que quand on vous dit vous ne payez pas d'impôts, il n'y aura pas de pression fiscale supplémentaire, injustice fiscale, mon cul sur la commode. Je pense qu'on va bien s'éclater à énumérer toutes les augmentations qu'on aura, hein. Mais en 2024, qu'est-ce qu'on a eu? En plus de tout ce qu'il y avait, vous savez, rappelez-vous, hein, les couches de merde que je vous ai expliquées juste avant, là. 2018, 2019, 2020, 2017, 2016, 2015, tout ça empilé. En 2024, on a eu une petite dose d'augmentation aussi. On a eu la taxe sur la musique en ligne, plus 1,75%. Alors bon, je m'en fous un peu de la musique en ligne, donc... Mais bon, il y a quand même beaucoup de monde qui écoute. Donc c'est intéressant quand même. Quelques centimes à droite à gauche. Ça fait toujours plein de fric à la fin. La taxe foncière, plus 3,9%. Alors la taxe foncière, ça doit augmenter tous les ans, hein. Et c'est pas pour rien qu'il y a une crise sur le marché immobilier. Le marché immobilier est tendu parce que plus personne ne peut vendre, parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Alors, ça se fait toujours, hein. Je suis pas en train de dire que le marché est verrouillé à 100%. Mais clairement, il y a un très gros problème. Il y a des faillites d'entreprises énormes dans le secteur de l'immobilier, dans la construction, dans la vente, dans la planification, dans les intermédiaires, donc toutes les agences d'immobilier et tout ça, les agences immobilières, les notaires, bref, c'est une cata. C'est une cata. C'est une vraie cata. Et ça augmente chaque année. Donc chaque année, toi, tu deviens propriétaire pour faire des économies, entre guillemets, hein, parce que c'est toujours plus intéressant de posséder son patrimoine que de payer le patrimoine d'un autre. Donc, tu achètes ta maison, et puis tu espères récupérer ton argent plus tard ou le faire fructifier. Et tu te prends un fist monumental chaque année avec ta taxe foncière qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et c'est juste délirant. L'électricité, plus 10%. Ça n'avait pas augmenté de 17% en 2018? On est parti. Ça va augmenter combien de temps comme ça? Parce que là, ça va augmenter l'année prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas fini. Parce qu'on est encore dans le marché de gros européen. Et surtout, la reine est toujours là. Alors, je crois qu'elle devait s'arrêter en 2025. Mais bon, j'y croirai quand ça sera vraiment arrêté. Dans tous les cas, on sera toujours dans le marché de gros européen. Donc, comment on fait? Comment on fait si demain il y a une crise et que le gaz explose? Pas dans le sens explosion. Le prix du gaz explose, vous avez compris. Bah, l'électricité va exploser aussi, parce que l'électricité est indexée sur le gaz. J'en parle beaucoup de l'énergie, hein, mais l'énergie, c'est le sang, c'est le cœur, c'est l'énergie de la France. C'est l'énergie des Français, c'est l'énergie des entreprises françaises. C'est ce qui crée de la richesse. Si demain tu enlèves l'électricité, le pétrole, le gaz, les matières, voilà, le bois, etc., les comment on dit, les bio-organiques, enfin bref, tu enlèves tout ça, il n'y a plus de création de richesse, d'accord? Il n'y a plus de création de richesse. Ou alors, c'est toi l'énergie. C'est-à-dire que tu vas créer de la richesse avec tes petits bras, tes petites jambes et tes petits muscles. Et tu reprends les outils à l'ancienne. Et là, tu pourras créer quelque chose. Sinon, les machines, elles s'arrêtent.
Les machines s'arrêtent, il n'y a plus de moyens de production, il n'y a plus de moyens de transport, d'acheminement, de distribution, il n'y a plus de moyens de vente, il n'y a plus rien. L'économie est à plat. Donc c'est très important d'avoir un prix de l'énergie qui est très faible. Et malheureusement, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qui se passe en France. On augmente les prix de l'énergie à gogo. Et à force de faire ça, les Français n'ont plus les moyens, les gens n'investissent plus, ne créent plus de valeur, ne créent plus de richesse via les entreprises. Bref, on se retrouve entre pauvres et entre cons juste pour payer déjà des traders, clairement des traders, parce que c'est à cause des traders du marché électrique qu'on a des prix qui flambent. Parce que EDF, lui, ses coûts de production sont stables dans le temps. Donc c'est pas à cause d'EDF qu'on paye de plus en plus cher. Même s'il y a des gens qui le croient. Il y a des gens, moi je vous dis clairement, quand je dis bon, on va encore prendre 10, 15, 20% sur le prix de l'électricité, tout de suite EDF, c'est voilà. Sauf que derrière, c'est tout le système qui a à revoir. C'est tout le système qui crée cette inflation sur les prix. Et puis l'État se gave avec des augmentations sur les taxes. Le péage 3%, l'assurance habitation 6%, l'assurance voiture 3,5%, la mutuelle 10%, le tabac à plus 1 euro. Services bancaires, encore 3%. Les services bancaires, vraiment, les banques sont au bord de la faillite. Et pour de vrai en plus. Pour de vrai. Ils savent même plus faire du fric avec du fric. C'est à vous dire à quel point le système est catastrophique. Etc. Et le SMIC, évidemment, remonte encore de 1,2%. Le SMIC monte de 1,2% alors qu'on se prend une inflation de bâtard depuis 2021. Vous voyez l'incohérence ? Vous faites le cumul de toutes ces augmentations et juste l'augmentation, le réajustement de l'indexation du salaire sur l'inflation, ça suit pas, ça couvre pas en fait, ça ne sert à rien. Limite, il n'y en aurait pas, ce serait pareil. Là, tu fais l'aumône là en fait. C'est un délire cosmique, c'est le délire de la France. Mais encore une fois, tout est écrit, tout est voulu. Tout est voulu. On en arrive là, c'est pas pour rien. Quand tu as un pays qui prend toutes les décisions qui mènent inévitablement à la faillite et à la ruine du pays, faut arrêter de se poser des questions. Et Marc Toiti qui dit je comprends pas comment ils peuvent prendre des décisions comme ça parce que ils sont quand même intelligents ces garçons, ils sont pas tous cons. Oui, ils sont très intelligents, ils ne sont pas tous cons. Et surtout ils savent ce qu'ils font. Donc oui, on y va à la ruine, on y va. C'est juste pour vous montrer à quel point la couche de pommade est exceptionnelle. Et les gens ne comprennent pas, ils sont abétis. Parce qu'ils ont la mémoire courte. Il y en a déjà qui ont oublié qu'il y a quelques semaines, quelques mois, on a eu les élections législatives. Que Macron a dissous l'Assemblée, que Macron s'est pris 3 tollés et que Macron aurait dû partir. Et on se retrouve avec Macron au pouvoir, Barnier et tout le bordel. Donc en fait, c'est la même clique, mais avec des têtes différentes. Il n'y a rien qu'à changer. Et les gens ont déjà oublié. Ils trouvent ça normal. Les gens sont... Il n'y a pas de révolte, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. Les gens sont totalement abétis. Et le but, il est là. Tu rends les gens esclaves. Esclaves, tu les rends esclaves de leurs charges, de leurs dettes, de leurs impôts, de leurs factures, de leur train de vie, de leur survie. Clairement, ils sont esclaves de leur propre survie. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent. Ils peuvent même pas dire, bon, on va faire une grève, on va faire une manifestation, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils restent là. Alors, il y en a qui se réveillent, il y en a qui gueulent, mais personne bouge parce que personne n'a les moyens de bouger. Quand tu affaiblis et tu appauvris ta population, tu te retrouves avec une population qui n'ose plus bouger, qui ne peut plus bouger. Et ils écrasent leur botte, c'est la botte du pouvoir, ils l'écrasent le long de ton visage et ils appuient très fort pour être sûr que tu ne te relèves jamais. C'est triste, mais... Et George Orwell avait vraiment vu juste en écrivant son livre 1984. Il est clairement dedans, là. Clairement dedans. Donc là, c'était publié il y a 11 heures, donc on est le 9 octobre 2024. 6 milliards de taxes d'électricité, 1,1 milliard de taxes de fiscalité verte, avec augmentation des taxes des avions, etc. Vous savez, les taxes carbone et tout le merdier. Bon, c'est une taxe sur l'air. Je ne vais pas refaire un cours là-dessus, mais clairement, c'est le meilleur moyen de détourner de l'argent de façon totalement légale, avec une armée de zombies complètement endoctrinés qui ne jurent que par l'écologie. Et là, personnellement, dans ma famille, j'ai 2 personnes comme ça. Et j'ose même pas discuter de ces sujets-là parce que je sais que ça va clasher direct. Parce qu'ils sont butés dans leur idéologie et ils veulent pas voir les faits. Ils veulent pas voir qu'ils se font faire les poches par pur dogmatisme, par pure idéologie, par pur mensonge. Que voulez-vous ? Ça rapporte du fric. Donc forcément, il faut continuer. Ah oui, tiens, on va écouter ça, c'est très intéressant. Dieudonné qui s'exprime. Écoutez. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. La situation est grave. Vous rendez-vous compte, les gendarmeries françaises sont insolvables. Merde.
La crise est tellement profonde, la situation financière du pays tellement catastrophique qu'on peut parler aujourd'hui de véritable banqueroute. La gendarmerie française n'est plus en mesure de payer ses loyers dans plusieurs départements. Pourquoi? Un trou dans la caisse, voilà ce que l'on nous répond, serait à l'origine donc de ces loyers impayés. Et c'est Gérald Darmanin en personne qui aurait dit on ne paye plus, ou on paye plus tard, on ne donne plus les moyens. Donc, ce à quoi le nouveau ministre de l'Intérieur a répondu, bon, de toute façon, les crédits accordés ne permettront pas de couvrir ces loyers impayés. Mais où est passé l'argent? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste hallucinant. La fonction régalienne de l'État, c'est de s'assurer que la santé, la sécurité, la justice, l'éducation soient faites correctement. Et aujourd'hui, on en arrive au point où les gendarmeries ne payent plus leur loyer. Parce qu'ils n'ont plus de thunes. Ils ont fait un trou dans la caisse. L'État, dépense chaque année, sur 1000 € de dépenses chaque année, dépense 60 € dans la fonction régalienne. Sur 1000 € de dépenses, il y a 60 € seulement qui partent dans les fonctions régaliennes. Et les fonctions régaliennes, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la sécurité, c'est la justice, c'est la santé publique, c'est l'éducation, c'est mon cul sur la commode, bref, c'est tout ça à la fois. Et donc, ils se partagent 60 € sur 1000 € de dépenses. Aujourd'hui, c'est 60 €. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être avant, ce sera 50, voire 40. Et puis un jour, ça sera 10, 5 et 0. Et là, on sera à un niveau de clochardisation totale. La France se transforme doucement en espèce de tarte à la crème dégueulasse, un mélange de Brésil, de France, de Grèce, de Liban, de Chypre, de tout ce qui est pauvre, pourri. Voilà. On en arrive là. Quand je dis le Brésil, ça va être le ghetto, vous voyez, c'est les favelas. Avec la montée de la criminalité, de la corruption, les gangs, etc. Ouais, on en est là bientôt. Hein. On en est là. Il n'y a qu'à voir la montée en puissance de la criminalité en France, les délits, les crimes, les meurtres, les trucs complètement dingues, là, comme on a vu il y a quelques jours, là, le jeune qui se fait embaucher, qui se fait embaucher pour aller fumer quelqu'un pour 50 000 € et qui finalement pète un câble et bute un chauffeur de taxi. Non mais, c'est qu'un début, hein, c'est un échantillon tout ça. Et tout ce que je vous explique dans mes vidéos, ça concorde, ça arrive à la même conclusion, c'est la destruction de la France. Par tous les moyens possibles, on détruit le modèle français, de A à Z. Il n'y aura plus rien. Liberté, égalité, fraternité, ça n'existe plus. Ça n'existe déjà plus. Il n'y a plus de république, il n'y a plus rien. C'est un régime. C'est une république bananière dans laquelle on va vous dire quoi faire et tu n'auras pas le choix en fait. Tu n'auras pas le choix parce que tu n'auras plus les moyens de faire autrement. Et puis tu subiras le train de vie qu'on t'impose dans le ghetto, dans la souffrance, dans la peur, dans l'agonie, dans l'austérité. Bon, bref, tout ce qui est pas bien quoi. Et on en est là, voilà. On en est là où Gérald Darmanin a dit bon, on paye plus. On paye plus. Il n'y a plus assez de sous. Le ministère n'a pas reçu assez. On paye plus. On paye plus. Tu te rends compte un peu? Du pur délire. Il y a quand même un budget prévu pour ça. On nous répond aussi sûrement dans les Jeux Olympiques. C'est vrai que nous avons eu droit à une cérémonie d'ouverture pharaonique qui nous a coûté la peau des fesses. L'actuel ministre a précisé que, de toute façon, avec l'argent qui reste, la priorité était de payer l'entretien des bagnoles et l'essence. Ça serait quand même con de se faire chauffer avec des pneus lisses. Eh ben, sans énergie, sans voiture, sans rien, eh ben, hop, à l'ancienne, hein, tu remets la police à pied. Voilà. Histoire qu'elle soit vraiment incompétente jusqu'au bout. On y arrivera. Hein. Il y a un moment, je me rappelle qu'ils envisageaient de mettre les voitures de police, alors je sais plus, c'était en 2020, 2021, 2022, allez chercher sur Internet. Ils envisageaient c'est tellement gros que j'arrive pas. Ils envisageaient de mettre des Renault Zoé électriques aux patrouilles de police. Imaginez la gueule de la patrouille de police en Renault Zoé. En train de faire une course-poursuite. Et puis au bout d'un moment, s'ils sentaient qu'ils arrivent à suivre la cadence, attention, il faut recharger à panne de batterie. Arrêt au stand pendant 2 heures, s'il vous plaît. Non mais, la crédibilité zéro, quoi. Ah, la street credibility, zéro. Il n'y a pas de problème, ils savent faire. Non mais on va y arriver, hein. On va y arriver. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est un délire d'écologiste. Hein. Le mec, il a tripé. Il s'est dit, bon, ouais, je verrai bien les flics en Renault Zoé. C'était sur la table, hein. C'est pas une connerie, c'était vraiment sur la table. Alors ça n'a pas été accepté heureusement, mais c'était sur la table. Imaginez le délire. Au lieu de ça, ils ont eu les 2000 ou 3008 ou 5008, je sais plus. Mais bon, heureusement qu'ils ont eu la marque Peugeot et pas la marque Renault. Un délire.
Donc, ainsi que les armes, évidemment, et les munitions, il va y en avoir besoin de tout ça, de tout cet armement. On parle de plus donc d'une somme rondelette de 200 millions d'euros. Donc, prudence, car les gendarmeries ont besoin de pognon. Et le mot d'ordre en gendarmerie aujourd'hui est verbalisé à tout va. L'objectif de chaque gendarme affecté au contrôle routier est passé de 500 euros à 2500 euros. Donc, fois 5. Voilà, donc si vous voyez une recrudescence des contrôles routiers, des radars ou des mecs qui viennent contrôler votre voiture, l'état de votre voiture, est-ce que tes pneus sont bien à jour, est-ce qu'ils sont sécuritaires, bon à la limite, bon, j'ai envie de te dire les pneus c'est important, est-ce que ton feu fonctionne bien, est-ce que si ça, enfin tu vois, ils vont essayer de te trouver n'importe quoi, ils vont te mettre 2-3 km/h, ils ont fait en sorte que des chauffeurs lambda, hein, c'est pas des personnes qui travaillent pour l'État, des gens comme toi et moi, du service privé, conduisent des voitures de l'État, de la préfecture, des voitures radars, afin de les faire tourner toute la journée, histoire de verbaliser à fond la caisse. On privatise des voitures radars dans tous les sens, histoire de bien te faire cracher ton fric quand tu as fait 1 ou 2 km/h d'excès de vitesse, et puis tu t'es mal garé. Hein. Justement, les 130% d'augmentation de stationnement en 2018, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. C'est pour ramasser de la caillasse. C'est un truc de malade. Les mecs, ils passent de 500 euros d'objectif à 2500. Si c'est pas une volonté de te ponctionner, hein, je sais pas ce que c'est. Et là, tu vas pas me dire c'est pour la sécurité routière. C'est pas pour la sécurité routière. C'est juste pour les billets, là. Sinon, il y aurait un objectif de réduction de mort. Tu vois? Mais bon, il y a quand même 2-3 tocards qui vont venir me dire oui, mais c'est la sécurité. Ok. C'est important, la sécurité. J'ai pas dit le contraire. Mais en attendant, oui, ils sont en train de nous faire les poches. Et ça aussi, c'est important pour eux. Hein, plus important que la sécurité routière ou la santé. Hein. Sinon, comme je vous l'ai dit, le tabac n'existerait plus, l'alcool n'existerait plus. Enfin bref, tout ce qui rapporte de la thune n'existerait plus. D'accord? x5. Donc je vous fais pas, on se risque de chialer un peu dans les chaumières en France, d'autant que le coût de l'électricité c'est une note x2. Donc, alors à mon humble niveau, je ne peux que vous dire, bon ben, courage. Et puis venez rigoler avec moi. Bon, moi c'est beaucoup moins cher, c'est 20 balles, 25 balles, 30 balles. On rigole un petit peu après, qu'est-ce que qu'on fasse? C'est dans toute la France et c'est maintenant. Effectivement, c'est moins cher d'aller rigoler avec Dieudonné. Force est de constater que oui, le budget, s'il va dans les armures, dans les munitions, dans les armes, etc., c'est pas pour rien. Il se prépare un soulèvement. Parce que, à un moment donné, et j'en suis convaincu, il y a suffisamment de gens qui vont prendre une pilule orange ou rouge, qui vont se réveiller, qui vont sentir que ça pue, et qui vont trouver les coupables. Pas très dur à les trouver, hein, mais il y en a qui comprennent pas. Ils sont abétis, ils sont là, Netflix, la télé, la radio, la musique, les sorties en boîte, les restaurants, les amis, etc. Bref, ils sont abétis. Vraiment. Des gogoles. Désolé, hein, mais il y a des gens, ils sont dans leur petit monde et ils comprennent pas à quel point ils se font rouler dessus H24 par l'État, à quel point ils sont devenus des esclaves qui adulent leur maître, et à quel point, si ça continue comme ça, c'est eux qui seront à vendre. D'accord? Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Mais quand ils auront mangé suffisamment de pilules orange ou rouge, qu'ils vont sentir que ça pue et qu'ils vont identifier les coupables, je pense que oui, il va falloir les armer, tous ces hommes qui sont au service de l'État. Parce qu'il en faut, hein, des gendarmes, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ces fonctionnaires-là. Il faudrait peut-être plus, histoire d'avoir plus de sécurité, et leur donner les moyens de nous protéger, et pas leur demander de nous faire les poches, déjà, pour commencer. Remettre l'église au milieu du village, tu vois. Leur fonction, c'est de nous protéger, c'est pas de nous sanctionner, de nous fliquer et de nous faire les poches. Hein. C'est pas eux, normalement, les voleurs, les racketteurs. D'accord? C'est pas eux non plus qui sont censés nous mettre des coups de satan, des coups de matraque, des coups de bâton, des coups de flashball, des coups de gazeuse, et tout le bordel, des coups de bouclier, des coups de casque, des coups de pied, des coups de poing, et tout le bordel. Hein? C'est pas leur rôle. Ça, c'est le rôle des méchants qui sont censés arrêter. D'accord? Aujourd'hui, force est de constater qu'ils prennent les deux rôles. Ils font à la fois les gentils et les méchants. C'est magnifique. Et en cela, j'ai de moins en moins de respect pour ces personnes-là parce que ces personnes-là jouent contre leur camp. Parce que l'État ne joue pas pour eux. S'ils pensent que l'État fait partie de leur camp, c'est vraiment qu'ils ont rien compris. Parce que l'État, là, il les paye bien peut-être. Encore que. Il les paye pour faire le ménage. Mais le jour où le système va s'écrouler, ce sont des fonctionnaires. Donc quand il n'y aura plus de fric, les fonctionnaires ils vont se retrouver au chômage. Donc tous ces flics, là, tous ces gendarmes qui te mettent des coups de matraque et qui sont payés pour le faire, ben, ils vont se retrouver à la rue. Ou avec 30-40% de leur salaire en moins. Ça va leur faire bizarre.
Et là, ils se rendront compte qu'en fait, l'État n'était pas du tout dans leur camp. Mais vraiment pas. Et ils vont peut-être se rendre compte qu'en fait, ils se battaient pas dans le bon camp. Mais en attendant, ils auront fait des dégâts. Ils auront fait des blessés, ils auront fait des morts, des handicapés, etc. Des traumatisés. Il y a eu les gilets jaunes. On a vu comment ça a fini. Ils avaient quand même des directives qui leur... Voilà, les directives, c'était... faites en sorte que les gens pètent un câble, que les gens rentrent en conflit, titillez-le un peu, et puis ensuite, dès que ça part dès que ça frictionne un peu, vous cassez des têtes. Vous y allez, vous pétez des dents. N'hésitez pas. Et puis alors, mettez tous les mecs qui ont envie de taper devant, bien devant, bien devant. Ceux qui ne font pas la distinction entre un vieux, entre un jeune, entre quelqu'un qui n'a rien à voir là, qui est juste là en fait pour soutenir la manifestation, ou juste voir hein, ce qui se passe. Il y a des gens, ils étaient là, ils regardaient. Ils participaient même pas. Ils sortaient de chez eux. Hein. Des fois, ça se passait dans leur rue. Hein. Ils avaient besoin de rentrer chez eux ou de sortir. Bam! Coup de matraque. Voilà. J'espère que ces gens-là vont se rendre compte un jour dans quel camp ils jouent. Parce que oui, le jour où la révolte va éclater, et elle éclatera, ils auront peut-être besoin de leurs armes. C'est pas pour rien que là, aujourd'hui, maintenant, ils sont équipés. Ils sont équipés aujourd'hui, d'accord? Ils sont équipés. Alors qu'en 2018, quand on était avec les Gilets jaunes, ils n'étaient pas équipés. Ça a surpris tout le monde, en fait. Les Gilets jaunes, ça a surpris tout le monde. Et eux, les premiers. Ils ne s'attendaient pas à une révolte comme ça. Et quand ça a pété, bon, bah voilà, ils ont mis du temps à s'adapter. Et puis, au fur et à mesure, ils ont commencé à durcir, justement, à faire ce que je vous ai dit. Hein. Commencer à avoir une politique assez agressive, cassage de dents, dissuader les gens pacifiques de venir pour n'avoir que des gens agressifs à taper. Voilà. Et au final, ça a fini en friction. À chaque fois, c'était des émeutes, c'était des images assez hallucinantes. Hein. Du feu partout, de la casse, etc. Mais la prochaine fois que ça va se passer, certes, vous serez équipés, mais je pense que la révolte sera bien pire. Bien pire. Et dans une autre vidéo, j'ai expliqué. Hein, je disais que le jour où ça pètera, pour moi, hein, ça fera comme en Chine. C'est-à-dire que déjà, ils vont mettre des caméras partout, reconnaissance faciale. Hein, l'état d'urgence l'oblige. Vous voyez bien, ils sont en train de tout casser. Il faut bien aller les punir. Il faut aller récupérer le fric quand même. Et puis, au bout d'un moment, il y aura des flics qui tireront finalement à balles réelles. Il y a des mecs qui vont perdre la tête, ils vont tirer. Là, dans quel état ça va être après, je sais pas. Alors, vous allez peut-être me dire, je dis n'importe quoi. Je ne fais que déballer le fil de ma pensée, d'accord? Mon analyse à moi. Mes pensées et mon ressenti et ce que je pense qui va arriver. Derrière ça, l'histoire nous jugera. Dans quelques années, si vous regardez cette vidéo et que vous vous rendez compte que oui, effectivement, c'est le ghetto, c'est la merde, on nous a roulé dessus, il y a des émeutes, ça se bat dans tous les sens, c'est la guerre civile, bref. J'aurai raison. Ou alors tout se passera bien et puis j'aurai tort. Et puis c'est pas grave en fait. Je cherche pas à savoir. Je cherche pas à avoir raison ou tort. Juste en train d'essayer de vous faire comprendre que ça pue, il y a des gens qui jouent dans le mauvais camp et que le pouvoir utilise le peu de force qui lui reste pour être certain que la botte qui est sur ton visage reste sur ton visage et que tu n'essaies pas de t'enlever. Mais bon, il va peut-être falloir mettre un peu d'argent dans la machine quand même. Parce qu'au bout d'un moment, la botte, il faut quand même la payer. S'ils n'arrivent même plus à payer les loyers, hein, parce qu'il faut payer les voitures, comme il dit, et puis l'armement, l'équipement, bah c'est bien, mais ça va pas se conduire tout seul et ça va pas se porter tout seul. Et les coups de matraque et les coups de botte, ils vont pas se mettre tout seuls. Enfin, chacun son camp, chacun voit midi à sa porte et chacun choisit son orientation en France, ce qu'il veut faire et qui veut soutenir son camp, etc. Bon, on va quand même pas tarder à s'arrêter parce que ça commence à être long. Je voulais vous montrer un truc juste avant. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Je vous laisse écouter et après on se quitte. D'accord? Ah oui, super. Il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale. Hein. On vous demande tous de en faire des économies. Et puis tu as Yael Braun-Pivet qui dit, bon, on est déjà ric-rac, hein, on a tous voté à l'unanimité le budget, donc on est tous d'accord avec le budget. Du coup, il n'y a pas d'économie à faire à l'Assemblée nationale. Passez votre chemin. C'est pareil pour le Sénat, c'est pareil pour tout le monde en fait. C'est pas nous qui allons faire des efforts. D'accord, on ne va pas baisser, comme je vous l'ai dit là, hein, si on enlevait 1000 euros de chaque salaire de toutes ces personnes-là, de moins de 1000 personnes finalement, on arriverait à faire 12 milliards d'économies. C'est quand même assez impressionnant, hein, 12 milliards. Hein. Enfin, 11,4 milliards. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ça t'en fait des nettoyages de Seine. Par an, d'accord. Et elle ose te dire, bon, voilà, il n'y a pas d'économie à faire. Hein. Je gagne 11 000 euros par mois, j'ai tout plein d'avantages. D'ailleurs, on va aller voir ça. Mais il n'y a pas d'économie à faire. Non mais, restez à l'écoute. Écoutez bien ce qui va suivre. J'ai vu ça tout à l'heure, c'est sorti aujourd'hui. Mais un délire.
Voilà, donc ça se passe sur DME en direct. C'est François Xavier. Si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est très intéressant à regarder. Et dans cette vidéo, il te montre un extrait qu'il a été chopé sur X. Et écoutez bien, c'est hallucinant. Donc quand ils disent qu'il n'y a pas d'économie à faire, enfin je veux dire, quand Bruno Le Maire dit, bon, on fait beaucoup de cadeaux aux fonctionnaires quand même, aux élus de la haute fonction publique, etc., bah il n'a pas tort. Hein. Et oui, on en fait beaucoup des cadeaux. On en fait beaucoup. C'est la France des cadeaux, hein. C'est Noël tous les jours pour eux. Hein. Même chose, je vais vous montrer des élus qui vivent mieux que des rois. Regardez mon regard, Madame la maire de Paris. Vous allez voir. Et ce que je vous dis, si vous voulez, vous allez le voir. Ça va être très net. Très net. Et qui en général fait plutôt le jeu des populistes. Chaque mois, le député perçoit donc un salaire brut de 7 209 €, auquel il faut ajouter l'enveloppe destinée à payer les collaborateurs, 9 618 €. Et puis pour ses frais, le parlementaire perçoit 5 372 €. Mais vous ne le savez sans doute pas, les députés touchent encore d'autres cagnottes plutôt confortables. Donc les collaborateurs, mettons qu'il ait 3 collaborateurs, ça fait 3 000 € par collaborateur, c'est pas délirant. Hein, les 9 618 € pour les collaborateurs, maintenant que ce ne sont plus leurs femmes et leurs enfants, parce qu'avant c'était quand même la mode, hein, Fillon s'est fait rattraper par la patrouille à cause de ça, mais à l'époque c'était la mode que ce soit votre femme et vos enfants qui étaient mis en collaborateurs, qui venaient jamais, mais bon, ça faisait 9 000 € de plus pour la famille. Mais là, pour l'instant, maintenant c'est des vrais collaborateurs, 3 200 € par collaborateur si vous en avez 3, c'est pas délirant, hein, c'est pas délirant. Payer 7 200 € par mois, c'est pas forcément délirant non plus. C'est beaucoup d'argent, on est d'accord, mais c'est pas délirant. Par contre, mettre en plus des frais de mandat de 5 000 € par mois, ça vous fait une vraie rémunération, qui est déjà à 12 500 € par mois. Voilà, déjà, est-ce que vous touchez 12 500 € par mois? Est-ce que vous touchez 12 000 € par mois? Net, dans votre poche. Combien de mois il vous faut pour faire ça? Vous imaginez à l'année ce qu'ils gagnent? Il faut combien d'années pour boucler le même salaire qu'ils ont en une année? Calculez le nombre de mois travaillés pour avoir le même salaire annuel. Sachant qu'eux, ils ne payent pas les mêmes impôts que vous. Hein. Ah, il n'y a pas pareil. Hein. Ah non. Les papoches, c'est pas les leurs hein, qui sont ponctionnés. C'est les nôtres. Et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Ça commence déjà à faire beaucoup de fric. Ça fait déjà beaucoup de fric. Je suis désolé, 12 000 € par mois, 12 500 € par mois, il n'y a pas beaucoup de monde qui gagne ça. Hein, on est très haut quand même. Là, généralement, quand tu touches 12 000 € par mois, c'est que tu es chef d'entreprise, tu as quand même un bon patrimoine, que ce soit un patrimoine physique ou financier, tu as quand même quelque chose qui crée pas mal de richesse. Hein, parce que c'est quand même énorme. Hein. Tu fais partie des 2-3% des plus riches de France, en fait. Tu fais partie des gens qui sont les plus riches en France, clairement. Donc ouais, non, il n'y a pas beaucoup de monde qui, à mon avis, touche 12 000 € par mois déjà, minimum. Minimum, parce qu'écoutez bien combien ils vont gagner. Écoutez bien. Plutôt 12 000 € par an pour les timbres et les recommandés. Cette tête. Ouais, 12 000 € pour les timbres et les recommandés. Non, mais tout va bien en fait. Hein, toi, par contre, tu vas payer ton tarif d'envoi postaux, mais vraiment plein pot. Hein. Puis alors, tous les frais de port que tu vas te faire livrer, t'inquiète, tu les payes aussi. À moins que tu tournes Amazon Prime. Mais bon, tu payes quand même 90 balles par an. Hein. Donc tu les payes aussi. Moi, je veux bien que l'État me paye mes frais postaux. Il n'y a pas de problème, en fait. Non, mais... Et 12 000 €, hein. 12 000 €. Non, mais... C'est du délire. 12 000 € par an pour les frais postaux. Ah oui. Plus 4 200 € par an pour les abonnements téléphoniques et numériques. Plus 2 800 € par an de frais de taxi. Et un forfait de 15 000 €. Oui, parce que les frais de mandat, c'est pas les frais de taxi. Versé en une fois pour s'équiper en informatique. Alors, 4 200 € pour le téléphone. 4 200 € pour le téléphone. Ils font quoi là? Ils appellent quel service, quel standard pour avoir 4 200 € de frais de téléphone? Le taxi, 2 800 € par an. Je suis pas sûr qu'ils s'en servent, hein, parce qu'ils ont des chauffeurs attitrés. Donc, mais bon, 2 800 €. C'est-à-dire que dès qu'ils prennent le taxi, c'est pas eux qui payent, hein, c'est le ministère. C'est l'État qui paye. C'est nos poches qui payent. Voilà, c'est un truc de dingue. Et 15 000 € pour les frais informatiques. C'est-à-dire que tous les ans, s'ils veulent, ils changent de téléphone, ils changent de tablette, ils changent d'ordinateur. Je sais pas ce qu'ils font avec 15 000 €. Enfin, je veux dire, combien d'ordinateurs t'achètes avec 15 000 €? Ah oui, il faut un ordinateur pour travailler, mais il n'y a pas de problème. Mais là, t'achètes quoi, là? Mais c'est des monstres que t'achètes, en fait. 15 000 € pour les frais informatiques. Par député. C'est juste n'importe quoi. Au final, ramené au mois, un député se voit verser la coquette somme de 24 000 €. Et c'est sans compter le train gratuit et 12... Mais parce que les frais de mandat, c'est... c'est ni les déplacements en train, ni les taxis.
C'est quoi alors les frais de mandat, sans déconner? C'est vrai ce qu'il dit en fait. Mais ça prend quoi en compte? Ça prend quoi? Ça prend la bouffe? Les déplacements autres que le taxi? Ça prend quoi? Les restaurants? C'est... En fait, leur rémunération, c'est clairement de l'argent de poche. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est de l'argent de poche. C'est de l'argent de poche. Moi, je veux bien aller travailler. Hein. Je veux bien aller travailler qu'on me donne de l'argent de poche. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 300-400 euros tous les mois de côté, durement, difficilement, je mets 12, 15, 20 000 euros de côté. Il n'y a pas de problème. Ouais, je prends, je signe. Alors là, c'est une moyenne. Hein. 24 000 euros par mois rapportés sur la globalité, sur la totalité de tout ce qui est dépensé. Tout ce qu'il aurait attitré, évidemment. Ils vont pas tout dépenser, je pense pas. Mais quand même, putain, dans quel monde ils vivent? Dans quel monde de rois ils vivent? Quand je vous dis que c'est des pachas, ils font tout pour rester au pouvoir et l'user jusqu'au bout, jusqu'à temps que ce soit détruit, terminé. Là, Marc Toiti, excuse-moi, mais tu peux pas, comme tout à l'heure tu disais, je comprends pas pourquoi ils prennent ce genre de décision et ils sont pas cons. Bah non, ils sont pas cons. Ils savent très bien où est l'argent, comment le prendre, comment faire passer les pilules bleues et comment faire en sorte que ce système perdure le plus longtemps possible. Et puis le jour où ça s'écroulera, ils auront tellement de fric, parce qu'ils sont quasiment tous millionnaires, hein. À part peut-être 2-3 qui gèrent très mal leur compte. Mais sinon, il y en a quand même une grosse majorité qui sont millionnaires. Dans le gouvernement Attal, il y avait la moitié des ministres qui étaient millionnaires. Et il y en avait qui étaient sur le point de l'être. La moitié des ministres qui étaient millionnaires. D'accord? Combien de Français sont millionnaires? Combien de Français sont devenus millionnaires grâce au travail? À moins d'avoir tes propres organes de production. C'est-à-dire qu'en gros, tu as ton entreprise, tu es patron, tu as des salariés, et ça marche bien pour toi, tu peux devenir millionnaire. Tu places ton argent, tu le laisses travailler, tu peux devenir millionnaire. Tu investis dans 2, 3, 4, 5 usines, entreprises. Usine, c'est dur en France, mais tu investis dans des entreprises, tu achètes des parts d'actions, des actifs, et tu t'enrichis. Là, c'est possible. Mais le travailleur lambda qui se lève pour le SMIC, je te garantis que lui, il sera jamais millionnaire. Jamais. Quand tu vois le niveau de rémunération qu'ils ont et l'argent de poche qu'ils ont, c'est facile en fait de devenir millionnaire. Moi, en 5 ans, je deviens millionnaire avec des sommes comme ça. 5 ans, je deviens millionnaire en 5 ans. Allez, je prends pas de risque. En 10 ans. Mais vraiment, je pense qu'en 5, 6, 7 ans, je le deviens. Il n'y a pas de problème. Puis en vrai, je prends pas trop de risques. C'est l'État qui paye. Voyage en avion par an. 12 voyages en avion par an. Oui, ils font fonctionner la taxe carbone, il n'y a pas de problème. Les taxes sur les avions, il n'y a pas de souci. Puis un jour, tu auras un pass carbone qui t'interdira de prendre l'avion 2-3 fois dans ta vie. Allez, une fois par an ou une fois tous les 10 ans, il faut préserver la planète. Attention, le CO2. Puis eux, vas-y. Nous, on te paye 12 allers-retours chaque année. Bon, on va s'arrêter là. C'est une bonne vidéo, Mais très honnêtement, ça me fait halluciner. Moi, j'ai le cul par terre, quand je vois ça. Je sais pas vous, mais moi, j'ai le cul par terre quand je vois ça. Ça me dégoûte. Mais je pense que vous l'avez compris que ça me dégoûtait. Mais ça me dégoûte à un point que c'est pas permis. De voir ces gens-là s'accrocher au pouvoir, de les voir rester au pouvoir, quels que soient les résultats des votes, quel que soit le résultat des urnes, quelle que soit la protestation populaire. Ils restent. Ils restent parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont tellement affaibli la population que leur pouvoir est colossal. Et ils en profitent. Et ils ont raison. Je veux dire, je serai à leur place, j'en profiterai aussi. Je suis désolé de vous le dire, mais... Ou alors, tu fais partie des cons de cette caste politique. Là, pour le coup, oui, là tu serais vraiment con de pas en profiter. Si on t'a placé dans ce système, si tu fais partie de ce système, si tu n'en profites pas, t'es con. Et eux sont extrêmement intelligents. Alors, je vois souvent des commentaires du genre, oui, mais c'est des politiques incompétents et tout. Ils sont incompétents, soit parce que le système les manipule bien, soit parce qu'ils sont totalement coopérants avec ce système. En fait, ils sont alignés avec ce système. Et quel que soit le parti qu'ils ont intégré, quel que soit le rôle qu'ils ont dans cette pièce de théâtre, ils sont totalement en accord avec ce système. Ils sont en accord, ils sont en symbiose. C'est le diapason. C'est magnifique. Ça résonne, c'est une douce mélodie. Tu vois, ils sont là, on est en accord avec le système, donnez-moi les sous, je prends tout. Voilà. Puis t'as les Français qui sont là, putain,
Ah, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Macron, démission, démission. Mais non, je reste au pouvoir, moi je m'en bats les couilles. C'est moi qui décide. Eh, Bruno, il a expliqué comment ça marche ou pas? Il a expliqué il y a 8 ans. Hein, il a expliqué, Bruno. Donc maintenant, vous fermez vos bouches. Hein, c'est bon. Je reste au pouvoir et j'emmerde les Français. Parce que j'ai envie d'emmerder les Français. Alors je vais les emmerder jusqu'au bout. Hein. Allez, on va se quitter sur les belles paroles de Bruno Le Maire. Et ensuite, on se retrouvera sur une autre vidéo. Hein. Mais je pense que le moment n'est pas venu. Et que la priorité absolue est au changement de méthode politique et au redressement économique. Et que si vous rajoutez dans la balance des transformations institutionnelles dès maintenant, vous ne ferez ni les transformations économiques, ni le fonctionnement du pouvoir. Je considère qu'il y aura en matière européenne des sauts à franchir absolument considérables. Ce n'est ni le moment de le faire, ni le moment de le dire. Ça doit s'inscrire dans une vision de plus long terme. Mais je continue sur le renouvellement. C'est d'abord renouveler la classe politique. C'est aussi renouveler la manière de diriger le pays. Je ne crois pas au sauveur, je ne crois pas à l'homme providentiel, et je ne crois pas à l'homme qui tire toutes les manettes et toutes les ficelles comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le président de la République concentre absolument tous les pouvoirs de nomination, d'arbitrage, de décision fiscale, de décision réglementaire, de décision sur le ministère de l'Intérieur, sur la police, sur la gendarmerie. Il dirige tout. On a appelé ça. Voilà, c'est sur ces mots de Bruno Le Maire qu'on va se quitter. Hein. Vous avez compris que les ministres, ça ne sert à rien, ça dégage, ça ne sert strictement à rien. Macron a les manettes, Macron choisit, il a le pouvoir décisionnaire. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, on se débarrasserait de la marionnette, du pantin et des marionnettistes qu'il y a derrière ça, hein, dans l'ombre. On n'en serait déjà pas là. Hein. Mais bon. Pour ça, il faut un réveil citoyen, il faut vraiment que les gens ouvrent les yeux, il faut réinformer, il faut informer, donc n'hésitez pas à partager déjà pour commencer. Et puis ensuite, il va falloir s'armer, hein, s'armer, mais pas dans le sens avec des armes, s'armer de courage, de patience aussi, mentalement, et puis s'accrocher, hein, parce que je pense que quand ça va péter, je pense que le tremblement de terre va être violent. Je pense qu'on n'est pas prêt, je pense que les murs vont trembler. Voilà, même si le pouvoir est fort, je pense que le peuple, il peut quand même faire du dégât. Je pense qu'il peut gronder un petit peu. On l'a vu hein, dans le passé, hein, il y a des têtes qui sont tombées. Hein. Il y a un roi qui est tombé. Sauf qu'à l'époque, le roi, c'était le marionnettiste. Aujourd'hui, le roi, c'est qu'un pantin. Donc il faudra faire tomber le pantin, il faudra faire tomber tous ces petits pantins à lui, et puis il faudra aller s'occuper des gens dans l'ombre. Tu sais, la petite zone grise, où il y a l'état profond. Ça aussi, il faudra s'en occuper, sinon ça recommencera. Sinon, rien ne changera. On remplacera, mais c'est tout. Voilà. J'espère que vous avez compris dans quel monde on vivait. N'hésitez pas à manger de la pilule rouge, de la pilule orange si ça vous fait plaisir. Jetez toutes les pilules bleues à la poubelle et partagez. Partagez. Il faut réinformer, il faut informer, donc partagez. Et puis peut-être qu'un jour, on aura suffisamment de personnes réveillées pour pouvoir se soulever, se sauver, se protéger et s'extirper de ces chaînes qu'on nous a mises au cou sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'abandonnez pas, éduquez-vous, formez-vous et puis protégez-vous. Voilà, à bientôt. Et abonnez-vous.